Donc, je me présente, je m'appelle Louise Touré, je suis productrice sur France Culture d'une émission sur l'éducation. Donc, je ne suis pas psy, je ne suis pas spécialiste du tout des addictions, mais j'ai pu m'intéresser évidemment à la présence des écrans et du numérique dans la vie des enfants, des familles, à l'école, au lycée, à l'université, et bien peut-être à ce qu'on va appeler des comportements compulsifs avec les écrans. On va y revenir avec les spécialistes. On va voir en quoi on peut parler d'addiction. Peut-être on va donc s'interroger sur ces nouveaux médias, les opportunités qui se présentent à nous et la régulation nécessaire peut-être, et puis toutes les problématiques qui sont soulevées dans le champ familial et puis dans le champ psy. J'ai pu assister très rapidement à la fin d'un atelier. Il y a toute une ambivalence autour de ces nouveaux médias qui est très bien illustrée par ce titre, Opportunités et régulation. Je ne vais pas parler très longtemps, mais ce qu'on peut tous constater, c'est à quel point cette problématique s'est installée dans nos vies personnelles et peut-être pour vous, dans vos vies professionnelles, comment cette question aujourd'hui des opportunités, mais aussi des excès et des régulations traverse la société, alors qu'on voit que les sociétés, les entreprises du numérique en particulier, eh bien, proposent sans arrêt des nouveautés auxquelles on doit s'adapter à la fois individuellement et peut-être collectivement. Et c'est pour ça qu'on parlera aussi de la question comme une question peut-être de santé publique. Les intervenants seront évidemment invités à intervenir sur cette question. Donc, de nombreuses problématiques. Voilà, je me suis rapidement présentée. Les intervenants vont se présenter à leur tour. Je n'oublie pas de vous indiquer que vous pourrez poser des questions. On va faire tourner la parole, évidemment, sur la scène. Moi, j'ai des questions. J'espère que vous en aurez. À peu près au bout d'une heure, on fera circuler ces questionnements. Donc, il y a un numéro. Donc, vous pouvez envoyer des SMS. On affichera les questions et on tâchera évidemment d'y répondre. Donc, les noms des intervenants doivent s'afficher. Vous voyez quatre personnes avec moi. On va commencer avec vous, Véronique Garguil. Est-ce que les noms... Oui, voilà, les noms s'affichent. J'espère que tout le monde peut lire. On va commencer avec vous qui êtes psychologue, donc dans une consultation jeune consommateur. Donc ce mot, consommateur, déjà, il est assez intéressant. À l'hôpital Victor Ségalen de Bordeaux, vous intervenez sur les questions prévention, intervention précoce. Vous accompagnez aussi les familles. Cette problématique des nouveaux médias, elle interpelle la fédération addiction. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans votre pratique, peut-être pour vous présenter, pour présenter la manière dont cette problématique aujourd'hui est présente en milieu thérapeutique? Alors, merci donc de m'avoir proposé d'intervenir sur ce thème. Donc, ce qui domine actuellement, c'est un petit peu l'apparition depuis quelques années de l'approche addictologique. Cette approche addictologique fait rentrer maintenant tout un tas de comportements, des pratiques addictives, qui ne sont pas forcément des maladies, qui sont des comportements, et elle voit se multiplier des objets de consommation, des comportements. Et évidemment, elle convoque les professionnels à s'interroger. Elle les convoque d'abord de fait parce qu'elles se déposent chez nous, mais elle nous convoque surtout à travailler avec de plus en plus d'autres professionnels, d'autres secteurs, parce que, et heureusement, ces comportements se déposent bien ailleurs, se déposent bien ailleurs que chez nous. Et donc, on se doit actuellement de réfléchir à comment soutenir et comment apporter un peu des informations valides, des possibilités de travailler ensemble, des possibilités de réfléchir sur vous l'avez dit, sur des questionnements qui vont du meilleur au pire. Et c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. En plus, pour ma part,
intervenant beaucoup en dehors du service dans lequel je travaille. Je sors pas mal de mon bureau et on est souvent sollicité sur des questions d'addiction. Dès la première minute, très vite, quand on va dans les quartiers, quand on va dans les centres sociaux, quand on va dans les centres d'animation, quand on va dans des médiathèques, eh bien, la question qui se pose, c'est comment faire? Moi, ce qui m'intéressera aujourd'hui un peu, c'est de pouvoir répondre à ce comment faire avec les savoirs de toutes les sciences cognitives, sciences sociales, avec les questions marketing, avec les questions pathologiques ou psychopathologiques, les questions environnementales, les questions sociétales. Et en plus, j'étais à double titre intéressée pour intervenir, que j'ai une formation initiale de publicitaire. Voilà. J'y pensais pas trop, et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais finalement, voilà. Donc, j'illustrerai avec quelques témoignages de publicité que mon regard continue à être aiguisé un petit peu. Voilà. Une petite question, tout de même. Les gens que vous rencontrez vous parlent d'addiction. Et c'est un mot qui circule énormément. On est accro, on est addict, ça fait partie du langage commun. C'est un mot qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Moi-même, je le fais. Est-ce que, quand on vous dit addiction, pour vous, soignante, ça relève de l'addiction ou est-ce que c'est encore autre chose? Non, je crois qu'il faut s'entendre un peu sur des mots. Il faut s'entendre d'abord sur les diversités de comportements. Il faut s'entendre sur des diversités de pratiques. Alors c'est vrai que le problème du mot addict, c'est qu'il est quand même plus tendance que alcoolique, toxicomane, tabagique. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a aussi affaire avec des mots, avec des mots de la modernité, avec des mots de la tendance. Et effectivement, ce mot-là est assez vite utilisé. À nous, je crois, de permettre, de clarifier, de permettre de repérer. Et aussi, et il ne faut pas le négliger quand même, de permettre d'intervenir quand c'est nécessaire, parce que parfois c'est nécessaire. Ce sont des comportements, mais dont on peut tomber malade, et parfois même gravement. Un mot dont il faut se méfier dans les deux sens, parce qu'à la fois il est utilisé à tout bout de champ, mais il euphémise également la situation, c'est intéressant. Emmanuel Martin, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes représentant du CEL, syndicat des éditeurs de jeux vidéo. Donc ce n'est pas forcément très facile pour vous, parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser sur forcément les comportements addictifs que peuvent provoquer peut-être les excès de jeux vidéo, ou est-ce que c'est d'ailleurs forcément l'excès? Il y a une énorme actualité concernant le jeu vidéo et la question de l'addiction, c'est le fait que l'OMS ait classé le jeu vidéo comme causant des addictions. Enfin, ça y est, on est entré dans le champ de la pathologie. Comment ça vous a interpellé au CEL, cette annonce? Effectivement, ça nous a interpellés, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour à tous. Oui, c'est vrai que l'essentiel de notre travail, nous, c'est plutôt d'essayer de faire monter le jeu vidéo entre le cinéma et les livres, montrer qu'on est un média culturel qui crée de très belles choses, et que se retrouver avec ce terme d'addiction qui nous classe plutôt entre le tabac et l'alcool était quelque chose qui peut être assez violent pour, évidemment, les gens qui font des jeux vidéo. Mais bon, notre susceptibilité est assez... c'est pas le souci. En fait, là où on a un souci sur la question de l'OMS, c'est que ça fait des années qu'on discute avec les soignants, avec certains d'entre vous, avec les pouvoirs publics, et qu'on a un dialogue qui est assez fécond, et qu'on a quand même l'impression que, concernant le jeu vidéo, le terme d'addiction est problématique, et en tout cas ne fait pas un consensus. Donc on s'est un peu étonné de cette actualité, de cette un peu de passage en force de l'OMS sur cette question, même si je ne sais pas si elle est encore tranchée. Et donc c'est vrai que bon, c'est un débat dans lequel nous, industrie, on comprend parfaitement que ce ne soit pas extraordinairement légitime pour nous de s'immiscer dans un débat de spécialistes de la santé publique. Mais c'est vrai que de retrouver le jeu vidéo comme un problème de santé publique, c'est quelque chose qui nous interpelle, et on a vraiment besoin de comprendre et d'échanger, parce que on a quand même l'impression que le manque de consensus, les discussions qu'on peut avoir font que cet objet-là, ce terme-là, est peut-être un peu fort en ce qui concerne le jeu vidéo. Ceci dit,
on a depuis très longtemps une volonté de responsabilité vis-à-vis de ce que nous faisons. Elle est constitutive en fait à notre activité parce que nous sommes avant tout des joueurs nous-mêmes. Je crois que c'est quand même important de le rappeler, c'est que nous sommes une industrie de joueurs et nous faisons les jeux auxquels nous avons envie de jouer. Et ce soin-là, cette volonté de responsabilité, on l'exerce depuis longtemps avec les pouvoirs publics, avec les spécialistes, avec les soignants. Et au final, on n'est absolument pas là pour nier la réalité des problèmes de jeux excessifs, des personnes qui sont perdues dans le jeu vidéo et qui jouent beaucoup trop. On est évidemment parfaitement conscient de ça. Et on travaille avec tous les acteurs qui souhaitent travailler avec nous pour avoir la chaîne de prévention la plus complète possible. J'ajoute que, évidemment, on ne va pas parler que du jeu vidéo. C'est nouveaux médias, il y a cette thématique qui est très chère aux parents, les écrans. C'est comme ça qu'on l'exprime quand on est en famille, à l'école aussi. Et puis, il y a ces médias en réseau, les réseaux sociaux. Et là, ça touche aussi les adultes, tout comme le jeu vidéo, parce que vous avez dit, je suis joueur moi-même, on est joueur. Donc, en termes, parce que c'est intéressant, on va y revenir avec Bruno Rocher, en termes d'âge, quand on parle de comportement excessif, si on vous suit, ou d'addiction, si on veut utiliser un mot plus dur, de quel âge, de quel joueur, de quelle tranche d'âge on doit parler? Là, moi, je dois avouer que la littérature scientifique est un peu contradictoire et évidemment, ce n'est pas ma spécialité. Moi, je peux vous parler de l'âge des joueurs. C'est peut-être intéressant juste de recadrer aujourd'hui ce qu'est le jeu vidéo en France. On fait une étude dans notre syndicat sur les Français et le jeu vidéo et on fait la même étude depuis 1999. Donc, on a une évolution qui est assez intéressante puisque même si l'étude a ses limites, la perspective, elle, donne vraiment des clés de lecture intéressantes. On est passé en à peu près 20 ans de 20% de la population qui se disait joueur de jeux vidéo, c'est-à-dire qui jouait au moins 2 fois par semaine. On est passé aujourd'hui à 53% de la population, donc plus de 30 millions de Français qui jouent régulièrement aux jeux vidéo, avec cette idée que le jeu vidéo, évidemment, commence dans votre smartphone, par les consoles de jeux, les PC. La moyenne d'âge est passée de 21 ans à 34 ans. Ce qui est intéressant parce que là aussi, sur les questions d'appréhension du média jeu vidéo, on a longtemps souffert du décalage entre les parents qui ne jouent pas et les enfants qui jouent. Et évidemment, avec toutes les questions d'éducation aux médias, de prévention auprès des familles, qui sont une des grosses activités qu'on peut avoir. Et là, on commence à avoir notre première génération de parents gamers, en fait. À 34 ans, ben voilà, ça y est, on va avoir cette génération de parents qui a joué et qui va donc partager le média, en fait, avec ses enfants. Et puis, il y a un autre phénomène qui est intéressant aussi, c'est la mixité. On est vraiment passé d'un loisir d'ado très masculin, donc 21 ans de moyenne d'âge, 90% d'hommes en 99. Aujourd'hui, on est à 47% de femmes, donc on a pratiquement autant de joueuses que de joueurs. Et ce qui montre que le jeu vidéo est vraiment aujourd'hui sorti de sa niche de l'ado masculin pour aujourd'hui vraiment toucher quasiment toute la population avec un plafond de verre à 45 ans. D'accord. Intéressant de voir ce vieillissement relatif et donc cette première génération de parents joueurs ou gamers, si on parle comme vous. Moi, je dis joueurs. On va s'intéresser à l'aspect pathologique parfois, puisqu'on est bien dans la problématique des addictions, avec Bruno Rocher. Donc, vous êtes psychiatre à l'IFAC à Nantes. Une présentation que vous allez nous montrer avec des slides. Donc, je vous laisse faire et qui va vous permettre aussi de vous présenter et puis de présenter un petit peu votre activité au passage. Merci. Bien évidemment, merci beaucoup pour l'introduction. Merci Jean-Pierre et Nathalie pour l'invitation qui me fait très plaisir. Merci Monsieur Martin de vous être déplacé parce qu'effectivement, je pense que c'est un premier pas finalement de mon côté de rencontre de deux milieux qui, à mon avis, tout à gagner à pouvoir se rencontrer. Alors, c'est vrai que je m'appuie sur des slides pour vous présenter quelques données. J'ai profité de cette invitation pour finalement utiliser et sortir des données de la cohorte de patients, joueurs de jeux vidéo. Pour le coup, on va se centrer là-dessus, on expliquera pourquoi après. Qu'on a pu accueillir sur Nantes depuis 2000, comme sur Marmottan avec mes collègues qui sont là, où les premiers patients sont arrivés à ce moment-là. Et puis les choses se sont un petit peu structurées et on a pu organiser, par le biais de l'IFAC, qui est le logo que vous avez en haut à gauche, avec l'idée d'étudier sur Nantes les addictions comportementales
historiquement autour des troubles alimentaires menés par le professeur Vénis, puis les addictions aux jeux d'argent. J'ai vu M. Bovero tout à l'heure dans une salle, et on a pu mener notamment la structuration de l'IFAC avec ce partenariat et avec du coup des études qui se font sur l'ensemble des addictions comportementales. Et c'est finalement la première fois que je sors des données de cette cohorte. Je sais que le temps est très court, donc j'ai fait des données qui sont extrêmement courtes, mais pour résumer, puis passer quelques données fortes par rapport aux patients. Alors clairement, mon propos est de parler des addicts aux jeux vidéo. Je suis dans cette présence-là, même si bien évidemment c'est quelque chose qui est à débattre, et j'essaierai de vous dire ce que c'est pour moi qu'un addict aux jeux vidéo. Et bien finalement, ça va se résumer par ce courrier de patient que j'ai reçu en début de semaine, donc c'est extrêmement actuel. Ça tombait bien, je l'ai lu mardi, je me suis dit tiens, c'est une bonne illustration, ça va donner un petit peu d'éléments de clinique et on va se centrer sur la clinique. Les patients qu'on voit dans le service, c'est des patients qui nous sollicitent, qui ont plus de 15 ans et demi, c'est la limite minimum d'accueil dans les services adultes. On est service adulte et on a un historique de prise en charge de patients qui vont jusqu'à 35 ans en termes de prise en charge institutionnelle, pour des groupes de parole, pour des addictions, des hôpitaux de jour, des prises en charge de ces addictions aussi sur des temps d'hospitalisation si besoin. Pour les joueurs de jeux vidéo, on le fait quasiment jamais, on en reparlera rapidement. Le patient écrit dans son courrier « Mon souhait serait d'avoir beaucoup moins l'envie de jouer. Cela reste un plaisir et pas une occupation, une activité comme une autre, et qu'elle soit utilisée en bons termes. Ne pas avoir spécialement envie de jouer quand il fait beau, même si ça pourrait arriver. J'en ai marre de passer des heures derrière un écran, à avoir les yeux qui brûlent même quand je quitte l'écran, et j'aimerais pouvoir apaiser ma solitude et mon anxiété autrement que par les jeux vidéo. Je vous mettrai bien du cannabis, de l'alcool ou quoi que ce soit à côté, parce qu'effectivement, les discours que les joueurs qui sont dans ce genre de situation-là utilisent sont des discours qui sont extrêmement reproductibles vis-à-vis des autres comportements d'utilisation de substances ou autres comportements problématiques. Par ce courrier, je sollicite votre aide. Alors là, on a un courrier qui est très construit, d'un jeune homme qui s'écrit bien. Il a écrit quasiment 2 pages avant de description de sa situation. C'est comme ça qu'on demande aux patients de venir nous contacter, de mettre un courrier dans lequel ils fichent les choses. Des fois, le joueur de jeux vidéo écrit des phrases beaucoup plus laconiques, beaucoup plus limitées, disant d'ailleurs « Mes parents veulent que je vienne ». Point, il n'y a pas de signature, il y a un bout de feuille déchirée, on est là-dedans. On prend, bien évidemment, ça nous suffit largement pour engager le soin. Mais là, j'avais un courrier un petit peu descriptif, je me suis permis de l'amener. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tamponné de la semaine dernière, et c'est surtout que ça vient de la Manche. Alors, la géographie, la Manche, 50, le 44 pour Nantes, ça fait, je n'ai pas regardé, 300 ou 400 km. On va le réorienter vers les structures de proximité, il y a des XAPA, il y a plein de monde pour s'occuper de lui à côté, mais je pense que ça dénote le flou et les difficultés que certains patients ont de pouvoir s'orienter, et familles, dans ces situations-là et d'être accompagnés pour une prise en charge. La cohorte, on l'a ressortie là. Alors du coup, vous avez une courbe orange qui représente les patients qui ont été vus en évaluation, et puis la courbe bleue, ceux qui ont été inclus finalement dans la cohorte. Il y a des plus jeunes qui sont venus, donc on ne les a pas inclus. Il y en a qui n'avaient pas les critères d'addiction, on ne les a pas inclus, etc. Donc il y en a un petit peu moins sur les courbes bleues. Vous voyez que c'est une courbe qui est plutôt croissante par nombre d'inclusions à l'année. Il y a eu un trou en 2017, on ne tient pas compte de 2018 parce qu'on a extrait les données en mars, donc on n'a pas du tout l'année complète. Ça monte de manière progressive, mais ce n'est pas du tout une croissance exponentielle qui nous déborde avec des patients beaucoup plus nombreux. On a juste des patients un peu plus fréquents, de l'ordre de, on va dire, sur les dernières années, 15 à 20 patients par année. Donc ça fait 1 ou 2 confirmés par mois qui rentrent dans le soin. Finalement, on en est à 149 évaluations en tout sur cette cohorte de l'IFAC, 104 inclusions, donc certains n'ont pas été inclus. 154 patients ont été vus en consultation, c'est-à-dire que tous ne sont pas passés non plus sur l'évaluation de la recherche, mais on les a vus uniquement en consultation avec nous. Et puis, un petit relevé que j'ai fait manuellement là aussi en début de semaine, j'ai actuellement 28 patients en suivi de jeux vidéo actuellement dans ma file active de patients suivis. C'est pas énorme, bien évidemment, mais sur un temps plein de médecins, 28 patients nouveaux qui n'existaient pas il y a 10 ans, ça fait des trous. Et du coup, ça fait des trous dans les prises en charge des patients anorexiques dont je m'occupe habituellement. Donc là, on a sûrement une demande de moyens à organiser pour réussir à obtenir quelque chose de ce côté-là. Sur la question de l'épidémiologie, alors effectivement, loin de nous l'idée que c'est un problème uniquement d'ados, il y a aussi des problèmes d'enfants et d'adolescents, on en débattra, mais c'est vrai que nous, on a une vue plutôt sur les patients plus âgés et adultes, et on arrive à une moyenne d'âge de 24 ans qui est stable, qui est la même sur l'ensemble du territoire. On avait fait, via la Guilde, on en reparlera, une petite étude il y a 5-6 ans.
Le statut marital, c'est pas très étonnant parce qu'on a 80% de célibataires pour ces patients, je ne dis pas les joueurs de jeux vidéo, mais les patients qui ont un jeu vidéo excessif. Et du coup, c'est effectivement des jeunes hommes, souvent, qui sont en difficulté avec le lien à l'autre, encore plus dans le couple, et des fois le couple a pâti de l'utilisation excessive de jeux vidéo. Les proches sont le plus souvent au courant des problèmes, et puis ils sont assez souvent étudiants, et très souvent, finalement, un tiers des cas inactifs. Je vais faire au plus rapide. Je vais juste afficher les comorbidités pour les passer à peine en revue. Troubles de l'humeur, troubles anxieux qui sont quand même très marqués, mais loin d'être systématiques, c'est-à-dire qu'on a des comorbidités, mais on a aussi des joueurs excessifs qui n'ont pas de troubles psychopathologiques évalués sous-jacents, donc il faut aussi faire avec quelque chose qui n'est pas une représentation unique de la dépression. Et puis les types de jeux, on a bien vu que les types évoluaient au fur et à mesure des modes, des types de jeux qui sortent sur le marché, donc ça c'est très bien, il y a des changements au fur et à mesure. Et moi, la notion qui est en haut, là, c'est la plus importante pour moi. Initiation vers 9 ans, très bien. Pratique régulière vers 12 ans, très bien. Pratique problématique vers 19, pourquoi pas. Début des soins à 24 ans. 5 ans de retard, c'est un standard dans la dictologie, mais à mon avis, on a des progrès à faire de ce côté-là, parce que les patients, leurs familles, ne se repèrent pas suffisamment bien dans les soins qui peuvent être proposés. La question de la publicité, de leur donner accès aux soins, ça me semble important. 90% à domicile, et j'ai fini. J'ai une question, tout de même. Vous l'avez dit, 4 ans, 4 ou 5 ans entre le moment où ça devient problématique et le moment où on consulte. Est-ce que vous pensez que socialement, il y a un manque de prise de conscience qu'il peut y avoir un problème d'addiction et que quand on rencontre ce problème, on peut consulter? C'est évident, c'est ce que les patients nous rencontrent en consultation. Là, le courrier illustratif est illustratif d'un petit peu comment il vit et pourquoi il se réfugie dans les jeux vidéo. Mais généralement, la situation est surtout de « j'ai un problème de jeux vidéo », je ne veux pas aller consulter par rapport à ça, je ne le reconnais pas forcément. C'est aussi ma liberté, mon droit de jouer. C'est aussi ce qui a été rappelé ce matin par Nicolas Pris quand il parlait de l'équilibriste, qui est notre logo. Ça m'a fait rigoler parce que c'est effectivement celui qu'on utilise depuis longtemps. Mais est-ce qu'on va contraindre quelqu'un à se soigner alors que lui, il prend du plaisir dans une activité? C'est une vraie question d'éthique et de débat, de positionnement personnel. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est légitime d'une place médicale, d'une place psychologique ou de soignant. Ce n'est pas légitime pour tout le monde et ce n'est pas évident. Et souvent, les patients que l'on rencontre, on les voit venir alors qu'ils ont eu une consultation avec un médecin généraliste, un psychiatre, un psychologue en ville, qui a dit « oui, mais c'est du jeu, ça va passer ouais, ». Ça passe aussi vite qu'une consommation excessive de cannabis. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut s'en occuper pour de vrai. Donc l'éducation, c'est aussi celle des soignants et du corps médical, si je vous suis. Alors, on a parlé des jeux vidéo, mais évidemment, si on s'intéresse, comme le dit le titre, aux nouveaux médias et plus aux écrans, à la consommation de réseaux sociaux, je sais pas si vous avez l'habitude de les fréquenter, je ne sais pas si on peut parler de consommation, on a affaire à de grands changements. Vous avez dit, les jeux vidéo évoluent, en fait, tout cet univers évolue. C'est un peu ce que vous étudiez, Francesca Musiani. Comment la société d'ailleurs évolue par rapport à cette évolution des moyens de communication. Alors comment vous, donc de manière un peu plus globale, vous percevez cette problématique de l'addiction qui dépasse les jeux vidéo dont on a parlé, sur lesquels on s'est arrêté relativement longtemps? Ça vous laisse aussi l'opportunité de proposer un peu plus globalement ce sur quoi vous travaillez. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie. C'est une audience inhabituelle pour moi. Je suis un peu intimidée par l'amphi. Alors, moi, je suis chargée de recherche au CNRS. Je fais surtout de la sociologie des techniques et de l'innovation. Donc, je m'intéresse pas mal au rôle des dispositifs techniques et à leur valeur politique et sociale. Donc, pas seulement comme instrument, pas seulement comme cible, de la politique et de la gouvernance, mais aussi comme instrument politique et de gouvernance. Donc, je m'intéresse depuis quelques années aux services Internet, donc les grandes plateformes qu'on utilise tous, mais notamment aussi les alternatives possibles à ces plateformes. Donc, je me suis notamment intéressée dans ma thèse à certains projets, certaines startups qui essayaient de construire le Google alternatif ou le Facebook alternatif.
Donc cette table ronde, elle m'a donné l'opportunité de réfléchir un petit peu au potentiel de dépendance, voire d'addiction justement que pouvaient représenter mes objets de recherche. Et donc là, c'est ce dont je vais parler pendant quelques minutes. Donc je pense que l'enjeu central quand on pense à l'écosystème du web comme il est aujourd'hui, c'est qu'il y a un modèle économique très précis qui sous-tend les grands acteurs du web, et c'est celui de nous fidéliser. Alors, ça veut dire de fidéliser, c'est de vraiment tout bonnement faire en sorte qu'on puisse se passer d'eux le moins possible, en fait. Qu'on fasse le plus de choses possible à l'intérieur de ces écosystèmes. Et je vois surtout deux aspects qui ont trait à l'addiction, ou au moins à la dépendance qui découlent de ça. Alors, le premier, c'est que ces plateformes déploient une quantité d'algorithmes qui cherchent à prédire des choses sur nous et à personnaliser les services qu'ils nous rendent à partir de ces prédictions. Donc tous ces services cherchent à nous cajoler dans des dynamiques d'affinité, de proximité par rapport aux autres utilisateurs de la plateforme. Donc ça nous rend, je pense, bien sûr, dépendants de ces dynamiques. Je pourrais par la suite donner quelques exemples pratiques, si vous le souhaitez, de comment quelques algorithmes spécifiques comme celui que sous-tend Google ou Facebook. Bah si, allez-y, parce que c'est très intéressant. C'est ça, l'intelligence artificielle, elle est mise au service des entreprises qui veulent peut-être aussi nous rendre dépendants. Voilà. Donc, alors je peux le faire tout de suite. Donc, en fait, typiquement, les personnes qui publient des contenus sur les réseaux sociaux, sur Internet, alors ils référencent dans leurs posts ou leurs articles des blogs ou des sites ou des contenus dont elles ont tiré une information qu'ils jugent intéressante. Donc, alors, on a fait pas mal d'études en sociologie, en économie comportementale, etc., sur ces phénomènes. Et alors, on a montré que ça donne souvent lieu à une sorte de compartimentalisation, donc une espèce de renfermement dans des bastions un peu thématiques et idéologiques. Alors, on a pu appeler ça bulle de filtrage, hein, pour le dire avec Elie Pariser. Donc, par exemple, par rapport à Google, si on navigue un mode personnalisé sur Google, il montre et suggère aux internautes des résultats qui sont tout particulièrement en lien non seulement avec leur requête du moment, mais aussi avec les recherches passées qu'ils ont pu faire. Donc, en ce faisant, il y a un risque, effectivement, de les enfermer dans des espaces cognitifs clos où ne seraient portés à leur connaissance que des contenus qui les confortent dans des positions qu'ils peuvent avoir ou qu'ils ont déjà montrées sur la toile. Donc, ce qui se passe, c'est que dans ce cas, le moteur de recherche devient plutôt un outil de confirmation que d'information, à cause du fait qu'il existe une opportunité commerciale pour le moteur de recherche de nous montrer des choses qu'on veut ou qui nous plaisent. Aussi l'algorithme Facebook qui sous-tend la façon dont les informations remontent sur nos profils Facebook, qui est EdgeRank. Alors on ne sait pas entièrement comment il fonctionne parce que c'est en partie un secret industriel, mais ce qu'on sait de cet algorithme, c'est que l'information qui arrive la première est celle qui a été partagée par les contacts dont nous sommes le plus proches, entre autres choses. Voilà, il y a beaucoup de choses dans la recette de Facebook, mais le principe de proximité, on sait qu'il est là. Donc Facebook considère en effet que plus nous interagissons avec une personne en likant, donc la fameuse approbation avec un seul clic, en relayant ses posts, plus les contenus qu'il publie sont importants pour nous. Donc ces derniers statuts sont valorisés sur notre page d'accueil. Donc, tout ça pour dire que l'enjeu de ce profilage est avant tout économique pour les plateformes, générer des revenus en nous exposant à des contenus publicitaires en lien avec des choses dont ils savent que ça nous intéresse. Et encore une fois, l'enjeu, c'est de fidélisation.
Et donc cet enjeu de profilage publicitaire est particulièrement complexe parce que Facebook n'est plus seulement un réseau social, mais il est aussi un de nos points principaux d'accès à l'information, en fait, de plus en plus. Donc il est un infomédiaire, comme l'a dit la spécialiste d'éducation aux médias Divina Fromax. Donc voilà, ça c'est un premier aspect qui me semble important. Et Mark Zuckerberg était d'ailleurs devant la Commission européenne, et Oui. parce qu'on est vraiment dans l'actualité, on lui a demandé de venir voir aussi le président Macron hier, n'est-ce pas? Donc pour en répondre, aussi pour autant qu'on lui ait posé les bonnes questions, je ne sais pas si ça a été le cas à l'Élysée, cet univers de confort où on se voit toujours mis dans un bain d'opinions qu'on suppose être les nôtres, incité à consommer des biens dont on suppose que nous avons besoin parce que finalement on a aussi eu accès à nos données personnelles. Est-ce que ça, on sait, est-ce qu'on a étudié si ça avait aussi un caractère addictif, parce que finalement, ce monde du réseau social, il est plus confortable que le monde extérieur, où on n'est pas forcément confronté seulement à des gens qui pensent comme vous, à des gens qui précèdent vos désirs éventuels. Est-ce qu'on sait si ça provoque comme ça l'envie d'y revenir toujours et encore? Alors oui, en fait, les psychologues notamment ont pu faire nombre d'études sur la question de l'addiction à ces outils. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ces entreprises elles-mêmes se sont solidement basées sur des études en psychologie cognitive, notamment pour développer ces modèles. Voilà, tout ce qui concerne les techniques de persuasion, ceux qui dirigent les personnes vers les contenus, etc., ont été abondamment utilisés par cette plateforme. D'ailleurs, il y a eu, pas plus qu'il y a 2 semaines, je crois, Google a proposé une série d'outils qui sont désormais focalisés sur ce qu'ils ont appelé le bien-être numérique. Et c'était une espèce de mea culpa par les faits pour nombre d'années où ils ont exploité largement cet ensemble d'études. Et ces failles, enfin je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, c'est cette manière de penser de l'être humain qui cherche donc à être conforté, c'est naturel apparemment. Est-ce qu'il y a une bataille pour l'attention? Parce qu'on parle des GAFAM, hein, donc ces grandes entreprises du numérique qui sont derrière les écrans. Il y a aussi le jeu vidéo, il y a d'autres pratiques culturelles, hein, il reste la télévision et le cinéma. Est-ce qu'il y a comment on pourrait caractériser cette bataille? Bataille pour l'attention, bataille pour l'addiction? Francesca Museni. Comment est-ce qu'on pourrait la caractériser? Oui, aujourd'hui, est-ce que ce que moi je qualifie de bataille pour l'attention entre ces grandes entreprises extrêmement puissantes, vous la considérez comme telle, vous aussi? Oui, c'est un aspect, c'est-à-dire il y a toujours une surabondance d'informations dans l'Internet d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment ce qui le caractérise, et donc du coup, c'est l'entreprise qui est capable de fournir les outils les plus convaincants. Alors, ce qu'il y a derrière le mot convaincant peut vouloir dire des tonnes de choses, ça peut vouloir dire ce qui nous met le plus à l'aise, ça peut vouloir dire ce qui nous fournit à côté des contenus, tout un écosystème qui nous permet de les mettre en forme de façon qui nous plaise. Ça peut vouloir dire tant de choses, mais c'est vraiment la clé pour ces entreprises-là, pour avoir la part de marché qui est la plus grande. Et c'est aussi d'ailleurs la raison, je pense, pour laquelle il y a eu pendant assez longtemps une entreprise qui avait pris le créneau du réseau social plutôt que du moteur de recherche, etc. Ils avaient trouvé la bonne recette. Oui, il y a beaucoup d'affectifs dans cette recette et cette bataille. Vous l'avez dit, Véronique Cargill, vous avez travaillé dans la publicité et vous avez des publicités à nous montrer. Là aussi, on parle de recettes qui reposent sur ce qui sont supposés être nos comportements, notre psychologie. Ça s'appelle des... Alors, je crois qu'on ne vous entend pas très bien.
Sinon, je prends. Ça s'appelle des études de motivation. La motivation, c'est quelque chose qui concerne à la fois ceux qui veulent motiver pour parfois le pire et ceux qui veulent motiver pour le meilleur. On parle aussi dans notre secteur d'entretien motivationnel, de méthode motivationnelle pour aider à changer. Donc finalement, un comportement peut être changé très facilement vers le conditionnement ou vers la protection interne et l'autorégulation. On voit bien que tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, ce sont des questions d'opportunité et de régulation. Est-ce que les opportunités sont seulement du côté des producteurs de contenu et des grandes entreprises? Est-ce qu'il y a des opportunités pour nous aussi oui. En tant qu'individus, consommateurs, usagers? Je n'ai pas de compétences ni en Internet, ni en informatique, ni générationnelles, ni techniques, mais bien sûr, ce sont des opportunités très riches, très pour tout le monde, pour les familles, pour les échanges, pour l'espace, pour la créativité, pour l'adaptation individuelle à toutes ces personnes. Mais on voit bien que autant ce sont des opportunités pour tous, mais ce sont des problèmes de régulation pour tous. C'est-à-dire comment il est possible d'inciter de manière individuelle à réguler quand collectivement on prône un petit peu la dérégulation, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on fait tout pour que finalement on s'y perde un peu, pour que l'attention soit captée. On appelle ça des aimants à intérêt, on appelle ça un piratage, une fidélisation, une séduction, une attirance. Enfin bon, on voit que c'est... Alors pour illustrer ça, je voudrais... La première, voilà. Bon, on parle d'hommes augmentés. Moi, ce que je vois, c'est plutôt des hommes et des femmes diminués, hein, c'est-à-dire par rapport à l'objet, eh bien, l'homme rétrécit. Je pense que si j'interviens dans 5-6 ans, il n'y aura plus d'êtres humains, il n'y aura plus que la clé et tous les objets de la modernité. On voit que le temps est rempli. Ce que vous avez évoqué, c'est le remplissage, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vide. Les substances, dans la magnifique enquête d'Ivana Obradović, qui est intervenue tout à l'heure sur l'enquête Aramis, sur les postures, on voit que les substances, il y a une substance pour chaque moment, pour chaque minute, pour chaque moment. Et là, on voit en même temps, dans les écrans, il y a un écran, il y a quelque chose à tous les instants. Pas de vide, pas d'ennui. La deuxième ? Alors celle-là, elle est évidemment, quand on s'adresse aux jeunes et qu'on leur propose, c'est un opérateur téléphonique, on leur propose de l'illimité et de l'irrésistible, bien sûr qu'ils entendent 5 sur 5. C'est-à-dire qu'ils ont déjà tout, ils en veulent encore. Faciès un peu préhistorique de ce personnage, on voit que ce qui est convoqué, c'est la pulsion, c'est finalement l'impossibilité et l'insatisfaction permanente qui vont de fait amener. Et on sait que si quelqu'un est satisfait, si on pense que sa satisfaction va être consolée ou satisfaite par des objets, la boucle est bouclée, on le rend insatisfait, et on sait qu'il va être insatisfait par des objets, donc il a des objets, et donc on est dans une boucle comme ça qu'il est parfois difficile d'interrompre. Donc nous, ce qu'on essaie de proposer, ce sont des postures et des lieux qui vont pouvoir un peu, et c'est la responsabilité de l'éducation, c'est la responsabilité des adultes, de compenser un peu ce débridement un peu de remplissage, de la captation et tout ça. Et je trouve qu'il y a un déséquilibre entre l'hyperdisponibilité, l'hyperaccessibilité des substances, des produits, des écrans, enfin de tous ces temps qui sont proposés, avec, et vous l'avez dit, un retard au repérage, avec un manque de disponibilité des dispositifs, des adultes, tout simplement un manque de disponibilité, je dirais, du regard que l'on porte sur ces choses, sur ces comportements, et qui nous incite vraiment à réfléchir à des postures qui permettent d'accompagner l'expérience et de développer les protections internes, et à réfléchir aussi à des régulations externes. Et voilà, donc c'est ce que vous proposez, vous, peut-être. Mais on va y revenir, mais on parle, certes, il y a des adultes en comportement excessif, mais ça commence parfois très jeune, parce qu'aujourd'hui, les écrans, les jeux, ils sont disponibles très très jeunes. Quand on parle de tablettes, on parle d'enfants, même si voilà, il y a une espèce de norme qui s'est répandue pas avant 3 ans, mais on sait que ça peut commencer avant, et même 3 ans, c'est très très jeune pour avoir une tablette plusieurs heures par jour dans les mains. Et ma question, c'était, est-ce que, j'ai cru comprendre dans ce que vous avez dit que finalement tous ces
services, ses possibilités, ses jeux. Elle s'adressait à ce qu'il y a de plus pulsionnel en nous. Alors moi, je n'utilise pas très bien le vocabulaire psy, hein, je le répète, c'est pas ma spécialité, mais quelque part, elle s'adresse au petit enfant qui veut voir toujours son désir satisfait, parce que finalement, dans ces mécaniques-là, c'est toujours, ça va toujours très vite. Oui, c'est-à-dire que si on pense que finalement ce qui est le fond de l'être humain, c'est quand même toujours un petit peu quelque chose qui nous manque. Si on pense que ce manque, il a une forme et que cette forme, c'est un objet, c'est un jeu, évidemment, on va être très preneur de cette forme qui va combler. Et finalement, on va échapper à ce que le manque, en principe, il n'a pas de forme. C'est ce qui nous permet d'avoir toutes les formes de désir possibles aussi. Et bon, donc là, on revient à ce que disait M. Damasio ce matin. Il a conclu comme ça, en disant qu'effectivement, il fallait revenir au possible du désir et pas essayer vraiment de faire correspondre un objet à un manque. Quelque chose qu'on doit préserver, et les adultes ou les autres seraient là pour protéger les enfants, ou d'adulte à adulte, mais ça commence par adulte à enfant. Ça met quand même une sacrée responsabilité sur le dos des éducateurs, parce qu'on se dit, oui, il y a une opportunité d'éducation, oui, évidemment, mais ça devient extrêmement difficile, étant donné la manière dont ces technologies, ces possibilités, ces écrans, etc., vous pouvez trouver tous les synonymes que vous voulez, sont répandus dans nos vies. Oui, mais juste deux mots, je dirais justement que c'est une opportunité, parce que les écrans, du fait des utilisations très précoces, d'ailleurs les créateurs de jeux, il y a des jeux de 0 à 99 ans, à peu près pour... Voilà, mais enfin, 3 ans, mais des parents les utilisent beaucoup plus précocement. Et finalement, le fait d'avoir comme ça je me souviens plus ce que je voulais dire, voilà. Je reprendrai la parole. Vous allez retrouver, mais donc on va faire répondre à Emmanuel Martin. On fait démarrer la classification PEGI à 3 ans, mais c'est plus dans le sens de le jeu ne présente pas un niveau de difficulté. Ça ne veut pas dire qu'on peut y jouer à partir de 3 ans, évidemment. Et le conseil qu'on donne, nous, c'est pas de jeux vidéo en 6 ans. C'est que finalement, le fait que les écrans soient précoces, ça nous permet de poser cette question justement de la relation aux objets, parce que ça convoque les professionnels en addictologie un petit peu différemment. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était plutôt des substances, c'était plutôt d'autres comportements. Là, on a l'occasion de réfléchir avec les acteurs de la promotion de la santé, avec les acteurs de l'éducation, de la pédagogie, de la prévention, d'une manière un petit peu différente pour travailler sur ce qui peut protéger plus tard pour les substances et autres qui vont être les compétences psychosociales, qui vont être les capacités d'autoprotection, l'estime de soi, la capacité de se positionner, de prendre des décisions, de ne pas résister un petit peu aux tentations, ou de trouver des compromis, de prendre du recul. Et ça permet, c'est une protection. On sait que ce sont des facteurs de protection. Et donc, tant mieux, moi je dis, si on peut échanger précocement, enfin, sur la précocité de ces tendances, de ces relations d'objets, qui sont finalement comment dire, c'est intéressant d'écouter des usages de jeunes, mais c'est intéressant d'écouter aussi des histoires familiales, parce que souvent se pose la question de la séparation, se pose la question de l'autonomisation, de l'individuation, tout ça. Et on voit que ces écrans viennent un peu questionner tout ça. Ce sont des câbles, ce sont des connexions, voilà, il y a aussi tout un langage symbolique qui on voit, je peux pas couper, je vais quand même pas débrancher, je vais quand même pas... Et des désarrois familiaux qui viennent se cristalliser sur ces objets, et qui, je trouve, arrivent maintenant, si on sait les entendre et si on leur offre des espaces, des communautés participatives qui peuvent arriver et qui peuvent nous permettre d'accéder un petit peu à des échanges, à des dialogues. On l'a vu ce matin, la parole, les dialogues, des lieux respectueux en vue d'un éventuel et d'un possible changement. Bon, ça, c'est une vision optimiste, mais je voulais quand même revenir à Emmanuel Martin, parce que vous dites qu'il y a des parents aujourd'hui qui connaissent un peu mieux cet univers-là, mais pas tous. Il y a aussi une difficulté déjà éducative pour beaucoup de parents, de familles monoparentales aussi. Et puis, il y a des parents qui eux-mêmes ont des comportements addictifs avec un certain nombre d'écrans. Il suffit de regarder des familles, je sais pas, dans les transports. C'est des expériences qui me sont extrêmement souvent rapportées. Finalement, c'est la maman ou le papa qui va jouer à un jeu sur son téléphone et pas forcément parler à son enfant qui n'a pas de téléphone. Vous avez conscience quand même que c'est
toujours changeants et que vous avez toujours, alors pas vous, mais les jeux, les producteurs de contenu, un coup d'avance sur la possibilité, la capacité, même si, Véronique Cargill, vous êtes très optimiste, hein, vraiment, la capacité de la société et des individus et des familles à s'adapter. Évidemment, la capacité d'inventivité, la rapidité de la technologie. Le jeu vidéo, ce qui est intéressant comme média, c'est qu'il est à la rencontre entre la technologie et l'imaginaire. On est vraiment sur de la création et de l'innovation technologique. Et ce dialogue permanent-là, il donne une capacité de créativité, d'inventivité qui peut être considérée comme redoutable, que je trouve magnifique, mais qui peut être considérée comme redoutable. Ceci dit, il faut aussi voir qu'on est en train, effectivement, là, dans le numérique, pour être un peu plus large que le jeu vidéo, on est un peu dans une espèce de laboratoire à ciel ouvert. C'est effectivement vrai que se développent des interfaces, des outils numériques qui sont lâchés comme ça et dont les créateurs se pose un peu la question après de la responsabilité. Facebook en est un bon exemple, puisqu'on en parlait. Mais ce que je trouve intéressant et qui est sans doute porteur d'espoir sur ces questions-là, c'est que Facebook n'a, de mémoire, il me semble que la fondation de Facebook, c'est 2009, donc Facebook n'a pas 10 ans. Et Facebook est aujourd'hui en train d'être pris en main par une régulation étatique, et on peut d'ailleurs se féliciter que ce soit l'Union européenne qui soit en pointe à ce niveau-là, mais il y a une volonté enfin il y a eu un basculement, et je pense qu'effectivement une entreprise qui n'a pas vraiment eu de conscience sociétale est en train aujourd'hui de le prendre ça en pleine face. Et je trouve ça très intéressant qu'il ait fallu moins de 10 ans, même si ça peut paraître long, mais en moins de 10 ans, Facebook est aujourd'hui quelque chose qui est sous contrôle. Alors, ça va évidemment prendre du temps. Qui sera peut-être éventuellement contrôlé davantage. À partir du moment où... Non, mais à partir du moment où les pouvoirs publics enfin là, on sent bien quand même sur le cas de Facebook que la pression des pouvoirs publics est assez impressionnante. Et je crois là aussi qu'il y a quelque chose qui est clé et pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement avec ces technologies qui vont extrêmement vite, qui sont extrêmement inventives, il y a un besoin de dialogue permanent entre les industries et les professionnels que vous êtes. C'est-à-dire qu'on a autant besoin l'un que l'autre d'échanger, de pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de faire et vous, les problèmes que vous pouvez avoir. Et on a vraiment besoin de ce dialogue-là pour pouvoir avancer. Je vais poser un peu la même question à Bruno Rocher. Vous disiez 10 ans de pratique, 10 ans d'expérience. Le jeu, lui aussi, est devenu plus communautaire, en réseau. Alors, est-ce que ça redouble les phénomènes d'addiction? Est-ce que ça provoque d'autres types d'addiction ou de dépendance ou de comportements excessifs? Le fait d'appartenir à des communautés, parce que voilà, le jeu qu'on a connu, nous, parents, quand on était jeunes et qu'on jouait, c'est plus du tout le même. Il y a aussi des communautés de joueurs, là aussi, des bulles, hein, avec des gens qui pensent tous pareil. On sait qu'il y a des forums comme ça qui sont très confortables pour les gens parce qu'ils peuvent y exprimer un certain nombre d'opinions, parfois très excessives. Est-ce que ça, c'est des comportements que vous voyez et qui présentent d'autres caractéristiques par rapport à ce qu'on a pu connaître avant ? Oui, tout à fait. Il y a eu plein de changements auxquels on a pu assister, qui ont été communément repérés par les différents cliniciens qui s'intéressent à ça. Je pense qu'il y a quelques remarques aussi par rapport à ce qui a pu être échangé. Clairement, il y a une transformation de l'utilisation du mot addiction entre ce que j'appelle une addiction médicale, vraiment le diagnostic pur et dur d'une problématique, et puis un comportement plus ou moins addictif. Pour moi, la question de l'addiction, déjà, ne peut pas concerner un enfant. Théoriquement parlant, c'est pas possible. Il peut y avoir un hyperattrait, mais ce ne serait pas une addiction en termes de théorisation et de psychopathologie. La place des parents, de l'éducation, de tous les encadrants est absolument nécessaire. Pour les adultes, selon moi, ça peut se discuter même, je pense, pour l'affirmer. Pour les ados, ça se discute, parce qu'on est justement dans cette phase transitionnelle. L'autre élément, c'est que pour moi, les jeux vidéo, comme c'est noté dans le courrier, par exemple, du jeune homme qui s'adresse à nous, là, quand je vous l'ai lu tout à l'heure, c'est un jeu qui lui prend la tête, qui lui prend son cursus de vie, ses liens, ses intérêts, d'une manière
tellement évidente que ça a bloqué son cursus développemental. C'est écrit dans l'autre partie du courrier, mais il ne peut plus rien faire d'autre que d'être attiré dans ce jeu pour y retourner au fur et à mesure. Le fait d'avoir une utilisation de téléphone portable pour aller vérifier des notifications, pour regarder un mail qui est arrivé, pour aller vérifier si on a une notification sur un réseau social ou des choses comme ça, a priori, ça n'empêche pas d'aller bosser. Je pense que la performance dans les entreprises et l'attention dans les entreprises a dû baisser un peu, on en est tous d'accord, mais ça ne transforme pas complètement les choses. Et j'avais mis un tweet une fois qui n'a pas fait réagir, mais j'en profite, là, maintenant qu'il y a du monde. Allez-y. Et comme ma formation et ma pratique principale, c'est quand même l'anorexie, les troubles du comportement alimentaire, j'avais mis que le jeu vidéo était une crise de boulimie, alors que l'utilisation de téléphone portable ou la vérification numérique est un grignotage. On est un peu sur la même dimension, mais alors avec des impacts qui sont clairement différents et qui ne sont pas de la même mesure. Donc il y a cette notion-là qui fait que j'aurais du mal à parler d'addiction au sens propre à un téléphone portable ou d'addiction au sens propre à un réseau social type Facebook ou Twitter. Après, pour la question que vous posez directement sur les intérêts des joueurs, on a vu les choses évoluer. Il y a un lot commun qui est évidemment le fait du jeu par Internet et du jeu en réseau. C'est un truc qui attire et qui appâte les joueurs, et tant mieux, parce que clairement c'est d'une richesse non négociable, c'est hyper intéressant. C'est aussi parce que c'est hyper intéressant qu'il y a des risques, mais c'est des choses qui sont très ludiques, très plaisantes, qui sont un enrichissement extrêmement important, avec l'idée de jeux qui se profilent, enfin de temps plaisant, de temps d'échange qui sont à l'intérieur du temps de jeu particulier, du moment d'action, de tout ce qui va se passer dans une guilde ou dans un regroupement de joueurs, dans des forums à côté, et puis ce qu'on peut raconter du jeu dans la cour d'école ou sur le lieu de travail si c'est des plus grands. Il y a du coup cette notion qui est importante du réseau social qu'on va se créer par le biais du jeu, qui vient en écho souvent à des difficultés personnelles qui font que du coup des gens qui sont en difficulté pour être en lien avec l'autre peuvent utiliser ce biais-là pour rentrer plus facilement en lien avec les autres. Et puis on va trouver des choses très différentes, comme la palette des différents types de jeux est extrêmement forte, entre des jeux de rôle, des jeux de tir. Là on voit actuellement le Fortnite et PUBG, enfin des jeux de tir à la troisième personne, d'arène, dans lesquels la question d'être le dernier survivant est très prenante. Ça a pris une espèce d'ampleur phénoménale en quelques mois. C'est effectivement des types de jeux qu'on voit arriver actuellement en consultation, alors que sur les 3-4 dernières années, on était sur LoL, donc un jeu plus stratégique de combat en groupe, et encore les premières années du coup de consultation pour moi, il y a 10 ans, on était sur WoW, sur World of Warcraft, avec l'idée de l'incarnation d'un personnage, d'un jeu de rôle et d'une vie dans une guilde. On trouve forcément de l'intérêt dans tous les jeux, et je voulais dire là que j'ai aucun problème avec l'industrie, les producteurs de jeux, de faire des jeux plaisants, c'est votre boulot, moi ça me va très bien. Le jeu, c'est quand même fait pour s'amuser, on est d'accord, et on peut, et ça peut être le cas, c'est pas seulement les gens que vous voyez arriver. Donc Fortnite, aujourd'hui, vous voyez des patients arriver. Oui, les premiers patients arrivent là sur Fortnite depuis 6 mois. Depuis le début de l'année. C'est incroyable, hein, parce qu'on voit comme ça un nouveau jeu, un nouveau mot se répandre. Et je pense que si j'avais pas d'enfants autour de moi, je n'en aurais carrément jamais entendu parler. Il y a bien des effets de bulle. Oui, Emmanuel Martin. Merci. C'est extrêmement intéressant cette idée du changement des jeux en fait qui provoque l'arrivée des patients chez vous, parce que on a pendant longtemps on s'est dit c'est les MMORPG, donc des jeux de rôle dans lesquels on incarne un personnage dans un univers persistant, et donc c'était le fait que le jeu ait pas de fin, qu'on soit toujours, on incarne une espèce de vie alternative. Aujourd'hui on est sur les MOBA qui sont des jeux compétitifs. Se développe dans le jeu vidéo une facette qui s'appelle l'e-sport, donc les compétitions de jeux vidéo, sur un certain type de jeux, donc Fortnite dont on vient de parler, ou League of Legends, qui sont des jeux à partie rapide, où on joue en équipe généralement. Alors Fortnite, ça c'est un nouveau mode qui s'appelle Battle Royale, où on est 100 sur une zone et le gagnant est celui qui reste en vie à la fin de la partie. Et quant à League of Legends, on est 5 contre 5 et on fait une partie. C'est intéressant de voir que sur des jeux qui ont des fonctionnements aussi différents, qui ont une durée qui peuvent être très brève sur une partie de Fortnite, on peut avoir la même problématique de joueurs qui jouent trop, alors que les jeux sont totalement différents. C'est le jeu populaire, le plus populaire à un moment donné, qui accrochera un certain nombre de personnes qui seront des consommateurs dépendants, des joueurs addicts. Mais
Il y a une question que je me suis beaucoup posée en préparant cette table ronde, et je vais la poser à vous, Francesca Musani. Vraiment, vous allez me dire si vous pouvez répondre. En préparant, on a parlé de problèmes de santé publique. Voilà, il y a des pathologies éventuelles, il y a des questionnements qui traversent la société. On va en parler parfois à des médecins. Il faudra en parler encore plus globalement dans une démarche éducative. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ce qu'on a vu, c'est qu'on en a parlé, comme pour Facebook, au niveau plus global, politiquement, quand ça a touché la politique. Parce que, pour être très clair, et on le sait tous, quand Facebook s'est retrouvé accusé, c'est parce que on a parlé de manipulation électorale, de bulles d'opinion, et qu'il y a une inquiétude aujourd'hui dans les démocraties sur aussi la circulation des rumeurs. Donc c'est vraiment cette prise en compte d'un risque peut-être politique qui fait qu'on cherche à réguler les acteurs, mais le risque au niveau de la santé, lui, on n'a pas l'impression qu'il fasse autant réagir. Alors comment vous vous expliquez cette différence? Parce que quand même, la santé des citoyens et celle des jeunes, des enfants, ça paraît très important aussi. Oui, sans doute. Je crois que l'enjeu politique, l'enjeu des élections, par exemple, ça a été plus proche des régulateurs eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est naturellement quelque chose sur lequel ils ont peut-être plus à dire sans entreprendre des importantes recherches, sans parler des experts, et voilà, ça touche à leur cœur de métier. Ça peut être une raison, sans doute. Je pensais à ce que vous disiez en passant sur la question des fake news, de la rumeur, etc. Ça aussi, j'étais à une conférence de presse hier organisée par le CNRS sur des questions de fake news. Ça aussi, ça touche tout de suite au cœur des métiers de la politique, parce que c'est la façon... le marketing politique est vraiment la façon dont voilà, les partis, les candidats forment leur image publique auprès des gens, donc ils y tiennent tout particulièrement. Je ne sais pas si ça suffit à expliquer la disparité de traitement de ces deux enjeux, mais c'est sûrement une partie de la question. Évidemment, c'est un enjeu fort, hein, on ne veut pas dire le contraire. Donc j'ai continué sur la question de la santé publique, Véronique Carguil, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Est-ce que pour vous, la prévention aujourd'hui, qui existe tout de même un peu sur ces questions de dépendance aux médias, aux jeux vidéo, aux écrans, elle est suffisante? Est-ce qu'elle est pertinente? Comment Non, vous l'interprétez, cette situation? Elle est pas. Il y a une question de quantité, mais il y a une question aussi de qualité, de stratégie. Je crois qu'on est passé de prévention, de l'action, à des stratégies d'accompagnement, des stratégies d'intervention précoce qui permettent de mobiliser beaucoup plus de personnes, de mobiliser des communautés sur des territoires, de plus travailler tout seul, de travailler d'abord avec les publics, d'abord avec les familles. Alors qui devrait être mobilisé, pour être précis? Et vu ceux que je viens de nommer, ça veut dire ça part des collectivités territoriales. Ce matin, tous les discours, finalement, dans les discours qu'on a écoutés ce matin, tout y est. On a entendu les élus, on a entendu les quartiers, on a entendu les éducateurs, la prévention, l'éducation nationale, la justice, le soin, la santé, tout y est. Donc je veux dire, on a, voilà, enfin, on peut mettre en scène tout ça, on peut reprendre les discours de ce matin et puis dire, ben voilà, comment on fait à l'échelle d'un territoire, comment on fait à l'échelle d'un quartier où il y a un souci ou pas, enfin comment on fait pour accompagner une population, pour accompagner des désarrois de quartier, pour accompagner aussi les inégalités, parce que ces questions d'écran aussi, bientôt, la quantité, le temps passé devant les écrans, ça va aussi faire différence. Comme ça, la vraie fracture comme le numérique. tabac, comme la nourriture bio, vous voyez, donc ça c'est une question de santé publique. Je crois que c'est tout ça. Vous voyez, finalement, on aborde les écrans dans un congrès d'addictologie et finalement on arrive aux inégalités sociales. Voilà, et toutes ces questions, il faut qu'elles soient reprises, et puis qu'elles soient
accompagnés et soutenus. Moi, j'insiste vraiment sur le déséquilibre, et puis sur l'opportunité. Enfin, c'est intéressant. Dans les approches motivationnelles, on dit qu'il faut être opportuniste, c'est-à-dire aborder les problèmes là où ils sont, avec ceux qui sont là et avec les adultes qui sont là. Et moi, je trouve qu'on devrait être un peu opportuniste avec les jeunes, avec les familles, pour éviter, et pas forcément vouloir qu'ils arrivent dans les bureaux du psychologue ou dans les bureaux du psychiatre, mais tout simplement qu'ils puissent. Parce que souvent, malheureusement... Alors, on espère qu'il y a quelques étapes avant, quand même. Oui, mais généralement, malheureusement, ils arrivent plutôt dans le bureau du proviseur, dans le bureau peut-être du policier parfois quand ils se font interpeller, ou dans le bureau du service des urgences quand ils dépassent les limites, peut-être parce qu'il n'y a pas eu assez d'informations. Vous voyez, donc, moi je pense que là, la responsabilité, elle est là. On parle de la régulation de l'offre de jeu, Moi je dirais... parlons aussi de la régulation de l'offre de rencontres, de l'offre de lieux, de l'offre d'ouverture, de regard que l'on peut porter sur ces choses-là. Et là, il y a une responsabilité effectivement de santé publique. De ce point de vue, Véronique Carguil, comment vous interprétez cette nouvelle loi qui concerne l'éducation nationale, qui concernerait donc les téléphones portables qui seraient interdits? Alors, il l'était déjà un peu, je connais bien la vraie réglementation. Ça va être un bazar, enfin voilà, parce que non mais c'est important de au moins c'est très bien parce que ça ouvre des débats, ça ouvre la complexité, on va voir l'envahissement, on va voir que ça va être complètement difficile. Comment vous allez faire? Vous allez avoir un casier pour les téléphones portables de tout le monde. Vous savez bien que les téléphones, il y en a des très beaux, il y en a des très chers, il y en a des moins chers. Comment on va faire pour les récolter? C'est aussi un message qui vient d'une institution puissante. Mais bien sûr, mais je veux dire, voilà... quelque chose sur le numérique. Avant de vouloir... C'est très bien qu'on veuille réguler, ça fait partie des solutions structurelles, il en faut, on en a besoin. Il faut des solutions éducatives et des solutions structurelles. Mais que ces solutions structurelles soient réalisables, soient pragmatiques, et à ce moment-là, il faut plutôt les organiser et les travailler un peu en amont. Il y a parfois des effets d'annonce qui sont... Et après, il faut suivre ça. Après, qu'est-ce qu'on va dire aux personnes? Donc, moi, OK de poser des questions, mais voilà, balancer des trucs comme ça, il faut que ce soit gérable. On a bien compris votre position. Bruno Rocher, même question sur la politique de santé publique qu'on pourrait attendre. Plus globalement, quels acteurs ça pourrait concerner avant peut-être que les gens attendent 5 ans pour venir consulter. De là où vous êtes, qu'est-ce que vous pourriez imaginer, espérer, trouver judicieux? Le soin idéal et le sujet idéal du côté des jeux vidéo, effectivement, c'est des questions de prévention qui viennent d'être abordées pour éviter qu'on tombe dans ces excès et ces dérives-là. Après, le but, effectivement, est de mailler le territoire suffisamment serré, de manière à ce qu'il puisse y avoir des intervenants de première ligne pour une consultation, pour une prise en charge, puis dans les situations sévères, où on puisse proposer des prises en charge de groupe. Vous parlez au conditionnel, c'est pas le cas. En fait, c'est ce qui se passe, mais dans quelques services précurseurs, on a la chance d'avoir réussi à profiter en fait d'une structure qui était dédiée aux troubles alimentaires pour y coller des problématiques de jeux vidéo qui sont très bien adaptées à ce genre de prise en charge de l'adolescent. Finalement, on est aussi dans cette thématique-là, et avec des prises en charge qui sont graduées, structurées, allant des espaces de consultation jusqu'à l'hospitalisation si besoin. Après, je pense que le message qui était apporté par Monsieur Martin tout à l'heure se traduit aussi au niveau politique. Je pense qu'il y a une frilosité qu'on peut comprendre du côté de l'industrie d'avoir une image qui est associée au tabac, à l'alcool, et de se retrouver dans la grande case des addictions. Les politiques sont aussi dans cette difficulté-là. Je pense que le débat de spécialistes, il existe, de savoir si effectivement c'est une addiction ou c'est pas une addiction. Mais en fait, on a le choix entre plusieurs modèles qui sont: est-ce que c'est une addiction, est-ce que c'est un trouble du contrôle des impulsions, est-ce que c'est une dépression? Mais en tout cas, il y a un problème. Alors après, est-ce qu'on le met dans le champ de l'addictologie ou pas? Ça se discute. Moi, je trouve que ça se prête très bien. Spontanément, les patients se dirigent vers les services d'addictologie. Donc, à mon avis, c'est une bonne option d'y aller, mais de dire qu'il n'y a pas de problème parce qu'on n'a pas de consensus, c'est à mon avis un peu détourner, noyer le poisson et cacher les choses. Et je pense que pour le coup, là aussi, le corps politique a besoin de reconnaître ces choses-là, parce que même si c'est des patients qui auraient pu exprimer une souffrance, un mal-être d'une autre manière, en tout cas, moi, les 28 patients dont je parlais tout à l'heure, actuellement, ils prennent du temps de consultation qui n'était pas forcément pris sur les fois précédentes. Donc il y a une question de reconnaissance de cette problématique qui doit être faite, et
la question de la reconnaissance, c'est la question de l'AMS qui intervient aussi de ce côté-là. C'est la question de pouvoir public qui, effectivement, insèrent dans leur plan. En Loire-Atlantique, quand j'étais à l'ARS il n'y a pas longtemps, c'est rentré dans les plans de prévention, donc c'est entendu. On n'est pas dans l'attente, bien évidemment, de déclinaison internationale et de structuration internationale. Il y a des choses qui se mettent en place, et heureusement, mais ce serait un message fort aussi que de pouvoir reconnaître les choses de ce côté-là. Alors on sait aussi que c'est toujours compliqué, la prévention, parce qu'il y a toujours plus d'argent pour la publicité et la promotion des produits, en tout cas pour ceux qui sont légaux dans les produits addictifs, que pour la prévention. Emmanuel Martin a ajouté quelque chose. Juste la réaction, juste pour dire, pour rappeler que ce n'est pas parce qu'on s'interroge, et encore une fois, c'est un débat auquel nous, on n'est pas forcément légitime, mais c'est un débat qui appartient à votre communauté, et voilà, et c'est pas parce qu'on suit ce débat-là qu'on en profite pour dire qu'il n'y a pas de problème et que ça n'existe pas et tout. Enfin, sinon, je ne serais pas là, de façon très, très simple. Et donc voilà, on travaille depuis longtemps avec les pouvoirs publics. Le jeu vidéo est aujourd'hui régulé par les pouvoirs publics. Les outils sont homologués par le ministère de l'Intérieur. On travaille avec notamment le CSA, parce qu'on est un contenu média. Donc on travaille notamment avec le CSA, qui sont représentés au Conseil de PEGI. On travaille avec le ministère de la Santé, avec les associations familiales. On est quand même sur ce dialogue-là depuis longtemps. Et merci d'être là pour dialoguer avec nous. Francesca Musani, il y a une question qu'on n'a pas encore abordée avant de prendre les questions de la salle, s'il y en a. C'est finalement une certaine opacité, parce que vous avez commencé à décrire quelques manières dont ça fonctionnait, qu'on connaît un petit peu, mais finalement, vous l'avez dit, l'algorithme de Facebook, il est secret, et finalement, on ne connaît pas bien les recettes de ces entreprises et même des jeux qui nous rendent addicts. On sait pas trop. Est-ce que pour vous, il y a une forme de solution dans une meilleure culture du fonctionnement de ces plateformes, ces jeux, ces réseaux et de leur stratégie, et puis du côté des entreprises, une certaine forme de transparence pour qu'on ait accès à l'information? Oui, alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui prennent vie dernièrement, notamment sur la responsabilité sociale des algorithmes, des questions comme ça. Et l'idée, c'est justement un peu ce que vous dites, c'est-à-dire peut-être que la transparence de ces algorithmes, de ces mécanismes ne peut pas être immédiate pour tout le monde, pour plusieurs raisons, à commencer par le fait que ça demande une compétence technique non négligeable. Par contre, il y a des discours qui prennent pied, par exemple, sur des mécanismes qui pourraient auditer les algorithmes. Donc l'idée qu'il existerait des autorités indépendantes, comme ça peut être proche de la CNIL ou du CSA en France, qui servirait effectivement un peu de gendarme et qui servirait d'intermédiaire entre justement la question de la transparence et du secret industriel et le grand public, la protection pour le grand public. Voilà. Il y a des compétences à développer. On voit qu'on manque un peu tous de culture technique et technologique. Ça passe aussi par l'éducation, parce que pour les enfants, les adolescents, en fait, et même les adultes qui fréquentent tous ces objets qui sont dans nos vies de tous les jours, il y a une forme presque de magie. On ne sait pas comment ça fonctionne. Pardonnez ma naïveté, mais je crois que peu d'entre nous peuvent dire comment toutes leurs applis fonctionnent et leur plaisent autant et pourquoi. Je pense qu'il y a aussi des degrés possibles, parce qu'après, j'ai entendu des collègues informaticiens dire « Ah non, mais il faudrait que tout le monde sache coder, il faudrait que tout le monde s'empare de ces langages-là. Il faudrait que de plus en plus de monde s'empare de ces outils-là, parce que c'est vrai que ça devient presque un autre alphabet, etc. » Mais il y a des voies moyennes qui peuvent être empruntées pour une bonne quantité de gens qui utilisent les outils, mais qui ne sont pas en mesure de rentrer dans le moteur, pour ainsi dire.
Véronique Carguil, vous voulez ajouter quelque chose? On est un peu discret et on garde un peu intime toutes les actions et toutes les recherches. Il y a tout un tas d'initiatives qui permettent de donner des informations valides, qui permettent d'accompagner, de soutenir, notamment sur des limites, sur des argumentés en plus. C'est-à-dire, c'est pas avant 3 ans parce que c'est avant 3 ans. C'est pas d'écran avant 3 ans parce que Jean-Pierre Coutron a parlé de Piaget ce matin, parce que l'enfant, il découvre le monde de manière sensorimotrice jusqu'à 3 ans, et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il manipule les objets. Tout ça. Alors, évidemment, si on se projette dans 40 ans, est-ce qu'on aura besoin du même cerveau dans 40 ans que maintenant? Donc ça, on ne va pas rentrer dans tout ça, mais on a des invariants un petit peu maintenant qui nous permettent d'argumenter. Quand on explique un petit peu pourquoi c'est important d'accompagner l'enfant sur des utilisations d'objets, quels qu'ils soient, que ce soit l'Internet ou autre chose, ou les smartphones, c'est plus facile pour les parents de prendre. Il y a plein de choses. Il y a un énorme... Oui, et on communique on pas sait assez des choses. Exactement. Alors, où est-ce qu'il faudrait intervenir dans les PMI, aussi, oui, les maternités? Oui, il y a déjà une initiative. Enfin, il y a déjà le carnet de santé maintenant introduit il y a 2 messages de prévention et puis de mise en garde un petit peu pour les parents de 0 à 3 ans. C'est le nouveau. Ça dépend quel âge ont vos enfants. C'est le nouveau carnet de santé, celui de cette année. Donc on voit que les pouvoirs publics sont sensibles à ce qu'on peut dire, aux témoignages qui arrivent des parents et des professionnels. Il y a des professionnels qui ont alerté, des pédiatres notamment, sur des vidéos qui ont alerté sur des questions de développement, même d'autisme, des choses comme ça. Voilà. Il y a tout un tas. Il y a Serge Tisseron qui a écrit beaucoup. Il y a Math Digital, il y a Digital Detox, il y a les promeneurs du net. Il y a tout un tas et peut-être que après ce congrès, on va aussi nous dans nos dispositifs peut-être accompagner différemment et peut-être mettre à disposition beaucoup plus largement et rendre beaucoup plus accessible, je crois, tous ces outils, tous ces objets qui sont bien faits et qui permettent une forme de pédagogie aux parents. C'est important. Savoir faire circuler l'information. Il n'y a pas que les GAFAM qui savent le faire. D'accord. On va prendre une première question ou un premier commentaire. Alors, le président de l'université de Harvard disait il y a quelque temps, bientôt on recrutera les étudiants sur leurs aptitudes d'ailleurs aux jeux vidéo. Aujourd'hui, des études montrent la capacité d'assimilation et d'apprentissage. Oui, avec la plasticité neuronale, par le jeu vidéo, elle est décuplée par rapport aux activités à l'école. Alors, il y a jeux vidéo et jeux vidéo, mais comment concilier modernisation des apprentissages et risque d'addiction? Emmanuel Martin, on peut commencer avec vous. Alors déjà, on n'a pas parlé de l'aspect éducatif des jeux vidéo qui peuvent aussi être, par exemple, on parle de la concentration, là, développer certains... Oui. Oui, et alors il y a quelque chose qui s'appelle les jeux sérieux. On utilise des jeux dans l'éducation nationale. J'ai entendu un bout de phrase, mais voilà, Minecraft, par exemple. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des opportunités au final, mais alors là, je découvre cette citation du président de Harvard et je me réalise que j'ai peut-être raté ma chance il y a quelques années, mais c'est assez surprenant. Oui, il y a évidemment le jeu vidéo peut servir, évidemment, on peut apprendre de façon très efficace en jouant. Nous, on a un dispositif en cours avec l'éducation nationale qui s'appelle Game Code, qui est une initiation au code en créant des jeux vidéo. Donc là, on se sert de la capacité d'attraction du jeu vidéo pour apprendre des notions de code, toujours dans cette idée très intéressante qu'il est intéressant de savoir comment la machine fonctionne, l'interface fonctionne, et avec notre problématique qui là est cruciale pour nous, industrie du jeu vidéo, c'est que on a donc en état parité chez les joueurs, mais dans les studios de jeux vidéo, il y a seulement 14% de femmes. Donc c'est pour nous alors ça, c'est l'énorme problème des industries du numérique en général et du jeu vidéo en particulier. Oui, c'est vrai qu'il y a ultra genré. D'ailleurs, en termes de pathologie aussi, on l'a entendu. C'est vrai que là, là où la population de joueurs est arrivée quasiment en parité, là, on a dans les lieux de production cette problématique-là. Donc c'est un outil aussi qui vise à apprendre le code et à montrer aux garçons comme aux filles qu'ils sont légitimes sur ce niveau-là. Donc il y a cette problématique-là en plus.
On a vu beaucoup de possibilités du jeu vidéo thérapeutique. J'étais à l'atelier tout à l'heure, il y a des choses très intéressantes sur la réalité virtuelle, etc. Donc il y a vraiment tout un ensemble aujourd'hui comme outil. Le jeu vidéo est évidemment un outil et peut être un outil extrêmement efficace, toujours parce qu'il mêle cette capacité à raconter des histoires, à mettre en situation avec une technologie qui permet d'être efficace. Alors, il y a plein de jeux différents pour cultiver on peut citer Minecraft qui est extrêmement aptitudes. utilisé, mais Assassin's Creed, par exemple, a beaucoup été utilisé par des profs d'histoire. Mais on a des enseignants, on travaille par exemple avec le Clémy, avec des choses comme ça, avec des dispositifs dans l'éducation nationale, on a des retours d'enseignants. Et en fait, il n'y a pas de limite. En fait, ils sont capables d'utiliser, c'est assez surprenant, ils sont capables d'utiliser quasiment n'importe quel type de jeu, à partir du moment où ils trouvent la bonne accroche pour intéresser leur public. C'est assez passionnant de voir comment évolue la pédagogie avec ces outils-là. Bruno Rocher, est-ce que vous la voyez, cette opportunité des jeux vidéo? Et est-ce que chez vos patients, ils reconnaissent avoir développé des capacités? Alors moi, je pense à concentration, à stratégie. Ils le reconnaissent pas trop, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que ça existe. Les patients, quand ils arrivent, ils sont généralement très fatigués, psychiquement parlant, et du coup, on a du mal à repérer ça. Mais qu'ils aient pu développer des capacités, éventuellement au détriment d'autres, si c'est des patients qui sont dans une difficulté, c'est tout à fait possible. Le fait d'utiliser les jeux vidéo, le téléphone portable à l'école, c'est trouver la bonne carburation d'organisation. Il est interdit, mais on peut l'utiliser pour des usages pédagogiques. Mais du coup, je sais que, comme il s'appelle, Pierre Lévy devait intervenir éventuellement aujourd'hui, ou en tout cas demain sur ce congrès-là. Il a pu publier beaucoup de travaux intéressants. Il est tellement intéressé par cette question de conscience collective. Il utilise beaucoup le téléphone portable et les réseaux sociaux au sein de ses cours universitaires sur des questions de communication. Enfin, que ce soit un outil performant et très utilisable, oui, bien sûr. Après, c'est de trouver le curseur qui l'équilibre. Mais ça me fait penser à une autre question, avant de reprendre celle une question du public, la question du sommeil. Que les jeux vidéo et les écrans, alors ça vaut aussi parfois pour les livres, mais en général c'est plutôt des écrans dont parlent les médecins, et ça j'ai pu m'y intéresser. Il y a eu un rapport de Terra Nova il y a 2 ans sur la question du sommeil, en particulier du sommeil des enfants, des adolescents. On est dans une société qui valorise pas énormément le repos, et cette absence de sommeil, elle est aussi à la source, qui est donc associée à l'excès de jeux ou d'écran. Elle entraîne encore d'autres pathologies. Oui, ça c'est très inquiétant, et c'est bien une des données un peu lourdes que l'on ait sur la question de l'utilisation des écrans, jeux vidéo compris, mais des écrans, parce que ça touche les enfants jusqu'aux plus grands, et que effectivement c'est une mise à disposition d'un outil, d'un écran qui va être éveillant, qui va déstructurer le sommeil, et qui du coup ouvre la porte à toutes les conséquences négatives de la perte d'écran, et enfin de la perte de temps de sommeil, et donc des conséquences néfastes. Ce qui est évident, c'est que pour le coup, il faut qu'on puisse intégrer dans des mesures de prévention, d'éducation à l'utilisation, aux bonnes utilisations de l'outil, le fait que les écrans, notamment chez les plus petits, doivent être bannis de la chambre très rapidement. On retombe sur la question. Et ça, c'est des questions qui ne sont pas négociables. Et pour le coup, on voit bien que les parents sont perdus dans ces questions de repères, et qu'il y a énormément d'informations à l'épuiser sur des ressources, soit sur Internet, soit sur des bouquins. Je pense que les acteurs du numérique doivent être des relais importants dans ces questions de prévention pour diffuser les questions de bonne pratique. C'est très prosaïque, parce que ça montre que des questions extrêmement simples, comme celle d'un sommeil suffisant pour les enfants, sont déjà mal prises en compte par un certain nombre de parents, alors que ça paraît quand même relativement évident. Il faut faire de la prévention aussi sur ces questions. Oui, Véronique Garguil. Ça redonne un peu la valeur à l'expérience, et plutôt que de se centrer sur l'écran, est-ce que c'est bon, pas bon, c'est plutôt de se centrer sur comment faites-vous, comment vous faites, qu'est-ce que vous y trouvez, qu'est-ce que vous y cherchez, combien d'heures vous y passez, mais encore qu'on puisse être détendu sur ces usages et être prêt à entendre la réponse. Parce que si on pose la question sur à quelle heure vous dormez-vous, ou combien d'heures passez-vous par jour sur les écrans, si vous déclenchez des cris, si vous dites 8 heures, ou si je me couche à 3 heures du matin,
très vite, on ne va plus le dire. Moi, j'assiste à des débats dans des centres sociaux où on voit des pugilats entre des mères qui laissent les enfants avec leur téléphone. « Ah, vous leur laissez votre smartphone à la main ?»« Là, là, mais pas moi. » Enfin, moi, sous-entendu, moi, je fais bien, vous ne faites pas bien. Sauf que, comment elle fait? Enfin, ce qui est intéressant, c'est pourquoi cette maman, eh bien, elle laisse son téléphone à son enfant. Vous voyez, la question, c'est ça qui est intéressant. C'est pas tant, c'est surtout de revenir à quelle est l'expérience de chacun, et afin de pouvoir réduire les risques et de retomber dans des usages qui soient un peu plus adaptés, un peu plus régulés. Et ça passe par l'écoute et non par le jugement, évidemment. Pensez-vous que le non-consensus concernant l'addiction aux jeux vidéo, et si on supprime l'écran, je ne peux pas finir de lire la phrase. Ah, c'était la question précédente, et c'est vrai que je l'avais vu passer. Concernant l'édition des jeux vidéo, pourriez-vous définir le système de loot? Alors, je n'en ai jamais entendu parler. Et existe-t-il un réel potentiel addictogène dans ces systèmes? Merci de le définir avant de répondre. Oui, alors ça, effectivement, c'est une question extrêmement importante et qui a une actualité assez forte. Donc le loot, pour faire simple, pendant longtemps on a vendu des jeux. Donc aujourd'hui un jeu vidéo sur console, ça coûte 60-70 €. Et puis à l'arrivée du mobile, on a eu des nouveaux business models qui sont apparus. Et l'idée a été de ce qu'on appelle le free-to-play, donc des jeux gratuits. Et vous avez dedans des micro-paiements, des micro-contenus qui augmente l'intérêt et enrichissent l'expérience, vous permet d'aller plus vite, plus loin. Bon, vous connaissez à peu près tous, j'imagine, ce système. Le loot, donc là en fait on parle de, je pense que la question ça va sur loot boxes. Donc ça c'est un système où en fait vous faites un micro-paiement et vous avez un contenu aléatoire. Qui, quand il a été introduit, l'idée de ce style de contenu... On joue aussi au moment où on paye. Non, parce qu'en fait, c'est plus le principe de la pochette Panini ou du Kinder Surprise. On donne une somme d'argent et on a un contenu qui, à l'origine, était un contenu uniquement cosmétique. C'est-à-dire, par cosmétique, j'entends, vous avez un personnage, vous achetez cette loot boxes, elle s'ouvre et dedans, vous avez une veste que vous pouvez personnaliser, une nouvelle paire de chaussures et tout comme ça. Mais le contenu était aléatoire. Et les éditeurs de jeux, certains éditeurs de jeux ont eu l'idée de mettre dans ces loot boxes des éléments qui permettaient d'aller plus vite dans le jeu. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que les communautés de joueurs, qui sont, pour faire simple, la première régulation du jeu vidéo, ont estimé que c'était déloyal. Parce qu'à partir du moment où on leur proposait un contenu qu'il fallait avoir, clairement, pour continuer et pour être performant dans le jeu, et qu'on leur proposait sur une mécanique de hasard, là, il y a eu deux jeux qui sont sortis, l'un à l'automne et l'un à l'hiver, qui étaient des très gros jeux, des très très grosses licences, et qui ont pris un revers de fortune absolument spectaculaire. C'est des jeux aujourd'hui dont on n'entendra plus parler. Et c'est assez intéressant de voir comment, à partir du moment où on propose une mécanique qui est jugée déloyale par les joueurs, la sanction est immédiate. Et ça revient, je reviens un petit peu sur l'histoire avec Facebook. On va pardonner à Facebook de créer une interface tellement prenante que les gens vont y passer des heures. On ne leur pardonnera pas d'être déloyal dans l'usage de nos données. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et encore une fois, quand je vous dis que le jeu vidéo, c'est une espèce de laboratoire du numérique, il y a cette notion-là. Et des fois, il faut bien reconnaître qu'il y a des erreurs ou des gens qui cherchent à aller trop loin. Là, sur cette question-là, il y a eu un mécanisme qui a été jugé déloyal et qu'il était. Et à partir de là, la sanction a été extrêmement forte pour ce jeu-là. Des formes de vigie collective, du ludique aussi. Vous connaissez tous les mécaniques des réseaux sociaux. Je peux vous assurer que les gens de ces éditeurs-là ont passé un très mauvais Noël. Et alors, on ne l'a pas encore vu sur Facebook et Snapchat, même si ce n'est qu'un autre réseau social, parce que Snapchat, on n'en a pas parlé, mais c'est un réseau extrêmement addictif pour les adolescents. Et on sait qu'il y a des va-et-vient, qu'il y a des effets de popularité et d'impopularité, mais il n'y a pas encore de fédération comme ça, de consommateurs, ou si peut-être, Francesca Museni, est-ce qu'on voit se développer cette conscience collective, je n'ai pas d'autre mot, de se faire avoir
sur d'autres plateformes que celles, ou d'autres usages que celles du jeu vidéo, parce que l'exemple est extrêmement intéressant là. Oui, en fait, au début, je disais que je voyais deux aspects des grandes plateformes qui pouvaient être liés aux questions de dépendance, addiction. J'ai fini par ne parler que d'une seule. Oui, donc, je reprends cet aspect-là. En fait, à mon avis, la deuxième chose à laquelle on est accro sur les plateformes, c'est la gratuité, en fait. C'est le fait ça contribue à l'impression d'immédiateté, de confort, le fait que voilà, il n'y a aucune barrière sur ces plateformes. Et donc du coup, effectivement, je suis d'accord avec ce que vous disiez. On a longtemps payé cette gratuité en fait avec nos données personnelles. Et on pouvait en avoir voilà, on pouvait en être plus ou moins bien conscient, mais en tout cas, c'était un peu le contrat tacite qui est passé avec ces plateformes. Et ce qui a été vraiment un gros souci avec Cambridge Analytica, effectivement, c'était que ça a touché aux usages que la plateforme avait fait de nos données personnelles. Il n'était pas question de ce que d'autres utilisateurs avaient pu faire à notre insu avec les données, mais c'était vraiment l'entreprise elle-même qui en avait fait des choses qui n'étaient pas prévues ou qui n'avaient pas été explicitées. Donc effectivement, le contrat de la gratuité là, a été rompu, je pense, et c'est une des raisons pour laquelle c'était vraiment problématique pour la plateforme. Et voilà, les auditions en cascade de Zuckerberg qui ont suivi sont la preuve. Alors, on a parlé de Facebook parce que c'est l'actualité. Évidemment, c'est pas du tout le réseau que fréquentent le plus les jeunes, comme le précise cette question. Instagram et surtout Snapchat. Et donc, ils seront beaucoup plus utilisés. Facebook va être délaissé par la population jeune. Est-ce qu'on peut considérer que l'utilisation de l'image, donc photographie ou vidéo de soi, est la nouvelle addiction des jeunes, et même pas que des jeunes, parce que sur Instagram, il y a beaucoup de monde. Snapchat est plus compliqué à utiliser. Je crois que c'est un système d'interface qui fait que quand on a passé un certain âge, on n'y arrive pas très bien. Mais de toute façon, évidemment, c'est l'image et l'image de soi qui est au centre de ces plateformes. Il y a une addiction à ça. Qui veut répondre? Francesca Musani, est-ce que vous, c'est une question que vous vous êtes posée? Pas vraiment? Véronique Arguil, alors? Oui, c'est ce qu'on lit actuellement beaucoup en faisant un peu une revue de littérature. Moi, je crois que Mais est-ce que ce serait une addiction ou est-ce que ce serait ne me posez pas toujours cette question. Oui, non, mais la question de l'image, je crois que c'est encore plus rapide que le mot. Je pense que ce qui est recherché aussi, c'est de la rapidité. Quand on fait une image, ça va encore plus vite que des mots, que d'écrire une phrase. Je me demande si actuellement les images ne sont pas aussi une solution encore plus rapide. C'est-à-dire, j'y étais, c'est-à-dire je me montre là où je suis. Bon, c'est une hypothèse. Après, oui, après évidemment, si ça prend la place, si ça prend trop de place, si c'est trop important, si ça empêche de faire le reste, si ça prive de liberté, si ça enferme la personne, oui, c'est une addiction. Mais c'est vrai que je l'ai lu ça beaucoup sur. Après, quand on les voit faire, oui, on les voit beaucoup faire de photos, mais bon, je sais pas, c'est une transition peut-être. Et beaucoup sur leur téléphone. Ce qui est intéressant comparativement par rapport au jeu, c'est que le jeu, il y a moins d'images, enfin me semble-t-il. Bruno Rocher, vous pouvez me corriger aussi, on est parfois derrière un avatar, donc c'est une image, mais pas son image. Et dans ces réseaux sociaux, c'est souvent sa propre image ou une certaine forme de mise en scène de soi qui est montrée. Pas du tout sur les mêmes mécanismes. D'ailleurs, vous avez dit que vous soignez des troubles alimentaires où il est aussi question d'image de soi. Alors, c'est encore différent, mais évidemment, c'est une problématique hyper importante, j'imagine, à l'adolescence et même après pour tout un tas de personnes.
Oui, c'est quand même le point commun justement qu'il peut y avoir que de se montrer à l'autre par le biais d'un avatar, d'un filtre, d'une transformation. Je rebondis sur ce que tu disais. Je pense qu'effectivement, il y a l'immédiateté. Il y a aussi la capacité d'accéder directement à l'émotion par le biais de l'image, de faire passer un sourire, de faire passer aussi une tristesse ou quoi que ce soit sans qu'on ait besoin de verbaliser. C'est un effort aussi de verbaliser ses émotions. C'est Jean-Pierre qui rappelait que ça nécessitait d'être éduqué aussi, la capacité de parler de soi, de parler de ses émotions. Et effectivement, on peut avoir l'impression qu'on est un peu dans un court-circuit qui fait que de passer par l'image évite de verbaliser, de parler de soi, d'introspecter un petit peu ses ressentis. Il y a Laurent Salard, qui est sociologue, qui a aussi beaucoup bossé sur l'image et sur du coup l'exposition, les réseaux sociaux et sur les émoticônes, avec l'idée qu'effectivement, c'est finalement aussi un enrichissement. Il faut aussi voir ça comme une richesse, quelque chose qui peut apporter un plus à du texte pur que de rajouter un icône avec une larme, avec un sourire, avec quoi que ce soit. C'est aussi une nouvelle modalité de communication qui en soi, alors clairement c'est pas une addiction, enfin c'est une modalité différente de communication selon moi. Et pour ce qui est de la question à l'anorexie et à l'image dans les jeux vidéo. Alors effectivement, généralement, les joueurs que j'interviewe, enfin quand je leur pose cette question-là, se dévoilent très peu de leur intimité réelle là-dedans, mais par contre, ont souvent un rang à tenir, une image à tenir aux yeux du groupe. C'est-à-dire que souvent, à coup d'heures et d'heures passées, parfois d'argent dépensé, ont obtenu une place de chef de guilde, de rang numéro 1, de personnage respecté parce qu'hyper équipé, parce qu'extrêmement performant. Et du coup, c'est extrêmement difficile pour eux d'aller lâcher cette image de premier, de personnes performantes et de retomber dans un certain anonymat. Je ne dirais pas. Anonymat. Merci. Anonymisation aussi, dans le genre mot difficile à prononcer, mais on pourra s'entraîner plus tard. Alors oui, l'image, ça n'a pas forcément partie liée avec l'addiction, mais c'est quand même peut-être un poids aujourd'hui pour les gens présents sur les réseaux. Francesca Musani. J'avais juste une petite chose à rajouter, oui, qui n'est pas du tout le résultat d'une étude scientifique, mais du fait d'être belle-mère de 2 adolescentes. C'est en fait que pour Snapchat, à mon avis, voilà, le fait préféré à Facebook, c'est aussi le fait qu'au bout de 24 heures, tout s'efface. Alors ce tout s'efface, c'est extrêmement problématique pour, bien sûr, quand on considère que ça reste, en fait, que les traces restent à plein d'autres endroits, mais pour l'utilisation de l'adolescence, je pense qu'il y a vraiment le transitoire, l'aspect transitoire de cette image-là. On peut faire ce qu'on veut, et en tout cas, ça va disparaître, qui est vraiment très fort. Très fort du côté des créateurs du réseau, une fausse opportunité et une vraie illusion. Une question qu'on a peu abordée, oui, c'est vrai, ça se développe. Les compétitions de jeux, alors comment est-ce qu'on distingue un joueur en phase de devenir professionnel et celui qui est excessif et parfois pathologique? Vous avez la réponse, vous, Emmanuel Martin, et puis Bruno Rocher va répondre aussi. Sur la distinction, je vais vous laisser la parole. Juste, c'est effectivement un secteur qui se développe énormément et il y a un risque qu'on essaye d'analyser. Donc, on a créé une association qui regroupe les acteurs de l'e-sport en France, une association qui s'appelle France e-sport. Et on a vu arriver de façon assez... Enfin, c'était assez violent, des écoles qui sont arrivées, qui se sont créées comme ça en disant inscrivez votre enfant là et il sera champion du monde d'e-sport. Et c'est évidemment un business classique de jouer sur la trouille des parents qui voient leur enfant qui joue trop et sur les rêves des ados. Mais ce qu'on essaye, nous, de marteler, c'est que évidemment, il y a des champions d'e-sport aujourd'hui. Il y a 120 joueurs français qui gagnent leur vie avec l'e-sport, mais c'est vous dire à quel point ça reste un tout petit secteur, et donc on est extrêmement méfiant sur cette espèce de promesse qui est en train de se créer d'écoles d'e-sport, de coachs, de choses comme ça, dont on sait évidemment que la réalité derrière ne sera jamais au rendez-vous, et même au-delà des joueurs, sur les métiers de l'e-sport en général, on a déjà cette problématique. Après, sur la distinction...
Bruno Rocher. Sur la distinction, c'est finalement, somme toute, finalement assez simple. C'est aussi comment on différencie un joueur de foot professionnel en devenir d'un joueur de foot qui restera amateur toute sa vie. C'est un rêve, comme vous venez de le dire, de tout gamin finalement qui est intéressé par une pratique et éventuellement une voie de sortie honorable pour les parents quand des fois ils peuvent en faire quelque chose. Mais après, il y a des éléments de distinction qui sont peut-être plus compliqués. C'est-à-dire que là, j'ai vu un patient il y a 2 ans maintenant qui était venu avec cette étiquette-là. C'est mais non, mais je suis pas addict, je fais de l'e-sport et je me mets dans cette culture-là pour devenir pro. Et il avait été transféré d'un service de pédopsie avec cette question-là. Il avait quel âge ? 15 ans et demi quand il appelait, 16 ans quand je l'ai vu, globalement. Et du coup, le débat a vite été tranché dans le sens où n'a rien mis en place pour intégrer une filière pro, se mettre dans des clubs, dans des associations, de participer à des tournois déjà de proximité et autres, et puis en grande difficulté personnellement pour être dans quelque chose et concrétiser un projet. Donc c'était vraiment pour le coup du paraître. Il y a d'autres situations qui sont sûrement plus difficiles à distinguer, et en même temps c'est aussi très difficile de distinguer un addict d'un sportif professionnel. Je vous renvoie au devenir de tout sportif professionnel qui, une fois les 35 ans, 40 ans arrivent, sombre généralement dans des procès. Pas tous, pardon. Mais si, tous, allez, tous, on y va franco. Mais en tout cas, ils sont... Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour répondre. Ils sont modélisés à des activités extrêmement centrées, structurées sur un cadre de fonctionnement sportif, qui fait que quand ça saute, parce qu'ils n'ont plus l'âge d'être en carrière pro, se retrouvent souvent pris par des phénomènes addictifs qui sont quand même largement décrits et problématiques. Puis l'autre point que je voulais souligner, c'est que j'ai été amené à faire 2 interventions sur les années passées à Epitech, qui est une école de gaming, enfin pas de gaming, mais de programmation et de code, parce que pour le coup, ils m'avaient demandé d'intervenir pour faire une séance de sensibilisation, super, vraiment aucun problème pour ça, parce qu'ils avaient repéré qu'ils avaient un drop-out de première année qui était à 20%. Et 20% parce que généralement les gamins étaient quand même la nuit à passer sur des jeux, intéressés par ces jeux, au point d'en perdre aussi pourtant une étude d'intérêt sur lesquelles ils avaient réussi à accéder, quoi. Donc c'est un domaine de lien, une interface entre le professionnel ou le centre d'intérêt particulier et l'excessif, qui n'est pas si évident que ça à distinguer. Moi, ce que je trouve très particulier dans cette addiction, quand c'en est une, mais peut-être déjà quand c'est une passion, c'est ce rapport au temps qui semble totalement s'effacer. Alors, je ne suis pas une spécialiste des autres addictions, je ne sais pas comment on peut qualifier ce qui s'y produit, mais vous le dites, on s'embarque dans un cursus qui pourtant celui rêvé pour un joueur d'étudier le jeu vidéo et d'en faire sa profession, d'en créer peut-être, et on se fait aspirer par cette spirale du temps. C'est très particulier à cette addiction. Non, je pense que c'est particulier aux addictions. Aux addictions en général. Peut-être plus particulièrement par le biais de l'écran, du fait de la saillance de l'attention qui est portée à une activité tierce qui se réalise généralement dans un monde virtuel, un monde de jeu. Effectivement, on perd très nettement cette notion de temps. Mais c'est aussi décrit dans toutes les addictions. Comment sont organisées les communautés de joueurs ? Ah oui, alors sont-ils organisés autrement qu'en forum ? Bonne question. Les communautés de joueurs peuvent être très différentes. Oui, elles peuvent être vraiment très différentes. On va avoir des communautés qui effectivement vont se retrouver par forum. Vous connaissez tous les forums de jeuxvideo.com qui sont capables de choses assez terrifiantes, mais aussi de choses intéressantes. Mais on va avoir des forums qui vont directement, des communautés qui vont être in-game, puisque beaucoup de jeux proposent des fonctionnalités de communication, de sociabilité, qui permettent de se réunir directement dans un jeu. Évidemment, peut-être la communauté la plus emblématique a été celle de World of Warcraft, où on a vu des cérémonies de mariage, des hommages funéraires. Enfin, on a vu vraiment une vie extrêmement... Alors, désolé, mais des vrais mariages ou des mariages dans le jeu ? Des mariages dans le jeu, mais de gens qui s'engageaient vraiment. On a vu, lors du décès réel d'un joueur, on a vu des milliers de joueurs converger pour rendre hommage. Enfin,
Voilà, donc il peut y avoir évidemment des communautés in-game, et puis il y a aussi des communautés dans la vraie vie, puisque effectivement le jeu vidéo c'est virtuel, mais ça inclut un lien social très fort, et il y a des grands rendez-vous, il y a des rendez-vous très communautaires, il va y avoir des rendez-vous très généralistes comme la Paris Games Week que nous organisons, où on a 300 000 personnes qui viennent chaque année à la porte de Versailles, et dont on voit qu'ils ont besoin de se rencontrer. Ils se donnent des points de rendez-vous, ils ont des pancartes, et ils ont besoin de se voir en vrai. Puis après, il va y avoir des choses un petit peu plus communautaires, vraiment dédiées à une communauté. On peut en citer plein, Japan Party et autres. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui permettent aux gens de se fédérer, de se voir à la fois dans la vraie vie, soit dans leur jeu, soit sur les communautés. Donc c'est vraiment extrêmement protéiforme. Désolé de pas avoir. C'est vrai qu'on pourrait capitaliser socialement sur une pratique commune. Alors, moi, je connais les mangas cafés. C'est pas moi qui les fréquente, mais j'y accompagne des gens. Voilà, est-ce qu'on pourrait pas imaginer plus d'endroits pour se rencontrer, il y en a plein, d'accord. Aujourd'hui, il y a une culture geek qui est extrêmement présente à Paris. Je ne maîtrise pas bien, comme vous. Voilà, il y a des points de rendez-vous qui sont très importants. On peut citer le dernier bar avant la fin du monde, par exemple, qui est un lieu un peu mythique, et où on a des gens qui viennent de toute la France et d'Europe pour boire un coup là, parce que c'est un lieu qui est très important. Il y a les Meltdown aussi, qui sont des bars dédiés à l'e-sport. Il y en a, je crois, près d'une trentaine en France, et ils sont en train de s'installer partout à l'étranger. C'est donc des bars e-sport. Vous venez, vous prenez une consommation et vous jouez aux jeux vidéo en format compétitif avec d'autres personnes. Les lieux de vie de la communauté du jeu vidéo sont de plus en plus importants, de plus en plus institutionnalisés. Aujourd'hui, nous, sur des programmes comme Réinventer Paris, donc des grands programmes où il y a des projets pour occuper des espaces dans la capitale, c'est quasiment systématique qu'il y ait un lieu dédié aux jeux vidéo, que ce soit sur l'e-sport, que ce soit sur l'histoire du jeu vidéo, le musée du jeu vidéo. Ça, c'est quelque chose, on voit passer des projets extrêmement souvent. Voilà, donc ça se structure, et c'est là où les joueurs de ma génération étaient habitués à jouer seuls face à une machine, les joueurs de cette génération sont complètement connectés et ont aussi besoin de se rencontrer dans la vraie vie. Ouais, et donc là, on aborde un terrain tout à fait différent de celui de l'addiction, parce que là, vous parlez de joueurs initiés, vous parlez de joueurs qui sont quand même dans des structurations, enfin dans des parcours, dans des les publics qui vont nous concerner un peu plus, c'est des publics beaucoup plus précoces, beaucoup moins engagés, beaucoup moins structurés dans des pratiques, peut-être avec des familles et des accompagnements. Tout à l'heure, il y avait une question sur la régulation. C'est vrai que c'est difficile de faire le poids. Ce matin, Alain Damasio parlait du réel qui pouvait être plus jouissif que le virtuel. Mais c'est vrai c'est pas évident de faire le poids par rapport à l'immédiateté, la dématérialisation, la performance, le fait que ce soit nomade, le fait que ce soit toujours nouveau, je veux dire, il va falloir être créatif pour pouvoir concurrencer ce système de séduction un peu de ces outils, de ces objets, de ces créations. Et voilà, peut-être qu'on a aussi une piste sur les alternatives du côté peut-être de la culture, du côté d'autres formes de culture. Si c'est un objet de culture, il y en a d'autres, et peut-être qu'il faut redonner un peu de la valeur à d'autres formes de culture, comme on a vu ce matin. Et puis connecter cette culture-là à la culture tout court. Par exemple, il y a une expo au musée d'Orsay sur les fantômes et les enfers asiatiques. Et bien, dans cette exposition, on fait le lien entre cette imagerie et puis des jeux qui sont proposés, Pac-Man, où on mange des fantômes. Mais ça, c'est vraiment des jeux de notre génération, et même quand on était assez petit, en tout cas pour moi, je ne sais pas quel âge vous avez. Alors, une question que je trouve ultra pertinente et qu'on pourrait appliquer à d'autres addictions finalement, c'est quand on a un problème, je ne sais pas, avec la nourriture ou l'alcool ou des produits comme ça, alors pas pour la nourriture, mais l'alcool qui est tout le temps présent dans de multiples occasions sociales, c'est beaucoup plus difficile. Et quand on parle des écrans et des nouveaux médias, aujourd'hui on est sursollicité. Donc vous pouvez lire cette question comme moi. Voilà, on doit être sur un écran pour s'inscrire sur Parcoursup et pour voir ses résultats, puisque là les élèves de terminale vont pour certains devoir consulter Parcoursup
tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Cette inquiétude, elle nourrit aussi un comportement, je ne sais pas si on peut l'appeler addictif, mais en tout cas compliqué. La déclaration d'impôt, c'est aussi en ce moment. La recherche d'emploi, la CAF, tout se passe en ligne. C'est mêlé aussi au travail. On pourrait dire que pour des raisons professionnelles, on est souvent aussi sur un écran pour beaucoup d'entre nous. Donc c'est difficile. Et peut-être on peut vous poser la question à vous, Francesca Musani, dans une société où on est tout le temps connecté, parce qu'on est obligé de l'être, de dire aux gens en plus, ah mais attention, vous êtes peut-être addict à vos écrans et vous feriez mieux de vous contrôler. Parce que c'est pas mettre la balle dans le mauvais camp, celui des individus, alors que le problème est beaucoup plus global. Oui, c'est sûr que c'est deux injonctions un peu contradictoires. Moi, je pense que la clé, c'est justement de ne pas complètement déléguer à l'utilisateur la responsabilité effectivement, de lui dire effectivement, sors de là, toi, avec tes propres moyens, parce qu'il y a tout un système autour qui agit en sens contraire. Il y a par ailleurs quelques initiatives qui peuvent, qu'on voit naître et qui commencent à accompagner l'utilisateur dans revoir un peu ses habitudes. Je pense à deux, mais il y en a plusieurs. Les propositions d'instaurer le droit à la déconnexion dans certaines entreprises, par exemple. Là, du coup, il est question de ne pas répondre à ces mails de 7h du soir à 8h du mat, ou alors, si vous le faites, les autres ne sont pas obligés à vous répondre, des choses comme ça. Ou alors, encore une fois, ça c'est ressorti notamment quand Google a fait son mea culpa sur l'addiction que ces outils provoquaient. Il y a eu la naissance de certaines initiatives qui, par exemple, cherchent à dire un autre design de ces applications est possible qui tiendrait plus en compte l'humain dans la technologie. Effectivement, il peut y avoir de ces choix d'ingénierie qui commencent vraiment par l'ingénierie des outils qui peuvent aussi aider à mieux gérer tous ces écrans débordants. Oui, et puis pas avoir des alertes, par exemple, sur son écran, parce que je parlais de bataille de l'attention, il y a aussi un vrai problème de concentration. Bruno Rocher, comment on fait pour ne plus jouer quand, pour tout un tas de raisons, on va devoir être devant un écran, quelque part à proximité de ce qui posait problème? Est-ce que c'est une question qui se pose d'ailleurs? Est-ce que ça vous semble pertinent? En tout cas, c'est clairement une question qui se pose pour les joueurs, parce que c'était l'illustration là aussi clinique, je me rappuie sur le témoignage que j'ai amené d'un joueur qui dit j'aimerais bien m'en départir, mais je suis obligé d'y retourner, je sais bien que ça a des conséquences négatives sur ma situation, et pourtant j'y retourne. Je pense que par rapport à la question précédente, la société dans laquelle on vit est de plus en plus informatique. J'imagine bien les joueurs, y compris non pathologiques et non problématiques, bien structurés, avoir envie de rester sur une partie de LOL ou quoi que ce soit. Sur ma déclaration d'impôt, personnellement, je fuis rapidement. On n'est pas intéressé par la même chose, bien évidemment, et je crois que c'est quand même des outils, des objets numériques qui ont un intérêt, qui ont un impact. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant de rencontrer M. Martin aujourd'hui sur la rencontre avec les industriels. C'est que sur des questions de modulation et de régulation, et on est obligé de penser à l'Argel et aux questions de jeu d'argent quand on parle de ça, il y a la question d'aller questionner ces modulateurs, de savoir qu'est-ce qui pourrait être efficace de manière à aider par le biais du design du jeu, du programme informatique qui est donné, une prise de conscience rapide, efficace. De là, ça peut déborder. Là, je suis en difficulté, et de ne pas fournir aux patient, à l'individu, en tout cas, un jeu qui est clairement sans limite. La question des lootbox, il y a eu la régulation de la communauté de joueurs, mais je pense que le fait que la communauté politique se soit intéressée aussi à la question a sûrement favorisé la précaution des éditeurs qui ont poussé ces logiciels-là. Mais ça me semble extrêmement important de pouvoir amener ces régulations-là. La question de l'argent dans le jeu vidéo, historiquement, faisait pas vraiment d'écho et de difficulté.
quasiment tous les patients que je vois actuellement sont dans des questions d'argent. Pas débordantes, ce n'est pas forcément le centre de la problématique, mais clairement, pour rester le premier, pour acheter, pour aller plus vite, pour ceci, il y a des dépenses d'argent qui sont importantes. Pas en commune mesure avec les jeux d'argent, mais la question de l'argent vient clairement être présente. Et peut permettre aussi de sonner l'alerte et de réagir. Donc, quand les sous sont pris sur les comptes familiaux, effectivement, ça permet de sonner l'alerte quand le banquier signale que... Ça peut permettre de réagir. Je pensais à ce qu'avait déclaré une écrivaine qui s'appelle Yakuta Alikavazovic, qui vient d'écrire un très, très beau roman. Ça n'a rien à voir, mais que pour se concentrer, elle travaillait sur un ordinateur non connecté. Quand on écrit un livre, il faut quand même arriver à un certain degré de concentration. Et je me suis dit, mais voilà, peut-être que l'idée, elle est là, et peut-être que le design de demain, pour lutter contre, pas forcément ce qu'on appellerait une addiction, mais une certaine dépendance au numérique, on va créer voilà, des appareils qui ne se connectent plus entre telle et telle heure et qu'on pourra programmer comme tel. Cognitives ont abordé la question du multitâche et du switchage de tâches, dans le sens où ça pouvait donner un non-sentiment d'accomplissement, c'est-à-dire qu'on ne finit jamais vraiment quelque chose, on en commence beaucoup, et qui pouvaient être les bases d'une forme de dépression, de non-achèvement, du non-accomplissement. Et c'est très intéressant de voir comment, parfois, ce que l'on croit pouvoir être des potentialités qui nous sont offertes peuvent aussi diminuer parfois le sentiment de satisfaction, quoi. Alors, il y avait une intéressante question sur les filles et les réseaux sociaux, mais on n'a pas le temps de la traiter. Dernière question donc. Quels exemples de réduction des risques avec les écrans et comment convaincre l'industrie, alors là, on n'a qu'une industrie, hein, c'est pas tout le monde, de jouer le jeu. Alors, je ne sais pas si on a considéré que vous ne jouez pas assez le jeu. On va vous poser la question à vous, puis on va faire tourner la parole parce que l'industrie en général, évidemment, vous n'êtes pas le seul concerné. Oui, alors des exemples de réduction, enfin si je comprends bien la question, sur qu'est-ce qu'on peut faire comme dispositif à l'intérieur des jeux et pour rejoindre à ce que vous disiez. Donc, il y a eu quelques essais. Donc, les plus intéressants sont sur la fatigue du joueur, c'est-à-dire vous avez votre personnage qui avance et puis au bout d'un moment, au bout d'un certain temps de jeu, votre personnage dit ben voilà, moi je suis claqué et j'ai besoin de me reposer pendant quelques heures. Donc là, on s'est aperçu, on a vu les tactiques de contournement que pouvaient avoir les joueurs de ce style de choses. Il y a évidemment les messages qui rappellent en début de jeu, en fin de jeu. Par exemple, sur World of Warcraft, dès qu'on se connecte, on a le temps qu'on a passé sur WoW. Et alors, effet pervers, là, les gens faisaient plutôt la compétition de celui qui avait passé le plus de temps. Oui. Mais on essaye. Et puis des messages intempestifs presque qui viennent régulièrement dire là vous jouez, mais vous avez une famille, n'hésitez pas à aller les voir, c'est l'heure de vous reposer. Et sur l'e-sport, je pense qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a dans une logique de performance, il y a un moment où il va y avoir aussi une baisse de performance due à la fatigue qui fait que ça peut-être être un mécanisme de défense qui peut être intéressant à creuser. Voilà, enfin pour donner quelques exemples de ce qu'il est possible de faire, de ce que les éditeurs essaient de mettre en place. Sur nous, notre volonté de jouer le jeu à ce niveau-là, je ne peux qu'essayer de vous assurer qu'on sera toujours volontaire pour travailler avec vous sur ces questions. Il existe des acteurs de la réduction des risques dans nos dispositifs. Peut-être que vous pourrez vous rencontrer et que ça pourrait être intéressant de mutualiser des expériences et des postures, et des pratiques et des outils. Oui, pas beaucoup de choses à rajouter. Un exemple personnel, j'ai acquis un smartphone avant d'acquérir une coque, et la coque avec un clapet qui referme, qui du coup coupe court aux notifications, aux stimulations visuelles d'un texto qui arrive pendant une consultation. Ça arrive, j'ai toujours à côté de moi, comme beaucoup de gens. Et effectivement, le fait d'apprendre, nous, à s'auto-réguler, à trouver des modus operandi de fonctionnement avec ces nouveaux objets numériques, à mon avis, c'est extrêmement important. Autrement, on se retrouve clairement débordé, envahi par les déclarations d'impôts. Si on a un push déclaration d'impôt sur son téléphone, il y a une ergonomie à régler soi-même, parce qu'on peut le faire sur son téléphone. Est-ce que vous avez d'autres exemples de ce que les acteurs proposent pour réguler son utilisation, comme le font les acteurs du jeu vidéo, Francesca Musani ?
Oui, non, en effet, je pensais aussi effectivement à la notification permanente. Ça, c'est sûrement ce qui... oui, non, c'est surtout ça que je pensais aussi. Pour conclure, on est encore en train de chercher collectivement cette régulation. D'après vous, vous êtes plutôt optimiste sur la prise de conscience? On a parlé des usagers, des consommateurs. Alors, il y a toujours les quelques événements emblématiques qui portent pour la première fois une question à l'attention voilà, des médias, du grand public, etc. Après, là, il y a aussi souvent un pic en sens inverse. C'est les choses recommencent à tourner de la façon dont elles le faisaient avant, d'une certaine manière. La preuve a été à un moment, c'était en 2011, il me semble, il y a eu voilà, une des polémiques, des quelques polémiques de l'histoire de Facebook sur des questions de privacy et de protection des données personnelles. Et à peu près en même temps, il y a eu 4 étudiants de l'université de New York qui étaient en train de bricoler un réseau social distribué qui s'appelait Diaspora. Ce n'était pas le premier dans son genre, ça n'a pas été le dernier, mais le fait que ça surgisse à ce moment-là où il y avait le traitement médiatique du sujet a donné une surexposition à cette alternative technique, voilà, tout à fait... voilà. Il n'était pas prêt du tout, il n'avait pas un produit, il n'était pas du tout lancé sur le marché, etc. Mais ça a propulsé une alternative. Il y a des fois où ça peut marcher pour un produit qui est plus mûr, et ça peut-être... voilà, c'est ça qui pourrait, je pense, par les faits, voilà, changer les habitudes. Des produits moins addictifs, peut-être. On peut espérer, oui. Ça dépendra du design. Mais on verra si la question... Mais on verra, hein, vraiment, moi je pense pas forcément que ce sera positif si la question continuera à se poser ou non. Dans les années qui viennent. Merci beaucoup à tous les 4. Merci beaucoup de votre attention et de vos questions. On n'a peut-être pas pu tout dire, mais merci parce que c'était extrêmement intéressant.